Les hommes qui ont des problèmes d'érection ont de la chance. On a démontré que sur une centaine d'hommes qui arrivent aux urgences pour un événement cardiaque aigu, 2/3 d'entre eux avaient des problèmes d'érection qui ont commencé 3 à 4 ans avant. Et c'est pour ça qu'on considère que le fait de soigner les troubles de l'érection peut sauver des vies. Il fait une rencontre ou lors d'un rapport sexuel qui était important pour lui ce jour-là, et rien. Il peut le vivre comme un choc émotionnel tellement violent que ça peut provoquer un changement neurochimique. C'est des personnes qui souffrent doublement parce qu'ils se disent « mais bon sang, je suis capable de soulever des montagnes dans ma vie, et ça, je peux pas le résoudre ». Quand tu te concentres, quand tu réfléchis, ton cerveau, il est en mode réflexion. Or, on a dit tout à l'heure qu'il faut être en mode excitation. Et notre cerveau ne sait pas faire les deux en même temps. Croyez-moi sur parole, il n'y a pas un être humain sur Terre qui est capable d'avoir une érection par la volonté. La preuve, tiens, essaye d'avoir une érection là maintenant, tout de suite. Bon, c'est parce que c'est moi, mais quand même. Il vaut mieux dire ça plutôt que de laisser la personne en face se poser plein de questions. Ça, c'est très important parce que là, les gens, ils peuvent essayer de retenir juste cette phrase. L'ennemi numéro 1 de la santé masculine, c'est le ventre. Parce que plus on a de la graisse au niveau abdominal, moins les artères fonctionnent bien. Plus on a de la graisse au niveau du ventre, et moins on a de testostérone. Et là, s'il y a des femmes qui nous écoutent, cherchez pas à comprendre ce que je vais dire là, cherchez juste à le savoir. De nos jours, un homme, un vrai, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème sexuel. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire quand on a un problème sexuel. Pour améliorer la sexualité et l'érection, il faut sortir du dogme du rapport sexuel qui se déroule comme un menu à la française. Entrée, plat, dessert. Premier conseil, et ça c'est aggravé. Si j'ai des problèmes d'érection, c'est pas de mon pénis que je dois m'occuper, c'est de moi. La plus grosse erreur que je vois dans les consultations, c'est 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Est-ce que quand on a des troubles de l'érection, c'est définitif? pas toujours. Ça dépend de 2 choses. La cause et surtout ce qu'on fait. Et dans la vidéo, on va détailler tout ça. Ok. Dans la vidéo, on va aussi donner 6 conseils pratiques pour booster l'érection, pour les gens qui en ont besoin, de manière naturelle. Mais d'abord, Exact. je te propose de te présenter. Alors, S'il y a des gens dans une galaxie lointaine qui ne te connaissent pas sur YouTube. Je m'appelle Gilbert Boujaoudé, je suis médecin sexologue andrologue. Actuellement, je suis le directeur médical de la plateforme Charles.co et de la chaîne YouTube de Charles.co. La plateforme, on fait des téléconsultations de médecine sexuelle. Une équipe de 24 médecins sexologues, c'est-à-dire si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation, libido, suspicion d'andropause, difficulté à éjaculer, etc. On va sur le site, on choisit le type de problème. Il y a un questionnaire spécifique qui reste confidentiel entre le patient et le médecin. Lors de la téléconsultation, le médecin il va dire ce qu'il en pense, donner des conseils, faire des examens s'il le faut, les prescrire, prescrire un traitement s'il le faut, proposer le suivi, bref, aider à résoudre. Et les personnes qui me suivent sur la chaîne connaissent ma phrase fétiche. Quand on a des problèmes sexuels, qu'on a essayé les astuces, les trucs que je dis sur YouTube, qu'on a essayé de soi-même, et qu'on n'en s'en sort pas, on reste pas des mois et des mois à se dépatouiller, on consulte, on téléconsulte si c'est plus facile. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter la démarche. C'est vrai que la téléconsultation, ça peut aussi aider à briser peut-être un peu une barrière, parce que des fois en parler, c'est pas forcément facile. Tu sais, il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement sur le nombre de personnes qui ont des problèmes sexuels versus ceux qui consultent. Et depuis plus de 40 ans, c'est le même chiffre. C'est entre 20 et 25%. Par exemple, en particulier sur l'érection, les hommes qui ont des troubles de l'érection, sur une centaine, il y a 20-25% seulement qui consultent. Et à un moment, on se disait, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, ou c'est tout, c'est comme ça, ils en ont fait le deuil, etc. Et ou qui savent pas qu'il y a des solutions. Puis après, on s'est dit quand même, le Viagra, et tout le monde en a entendu parler, on fait des émissions, on fait des trucs, et on s'est rendu compte que non, la barrière, c'était pas le manque de connaissances, ni le manque d'envie de résoudre le problème. C'est, je ne sais pas à qui en parlait. Faut pas oublier qu'on est moins de 900 médecins sexologues en France. Je ne sais pas comment aborder le sujet. Je ne sais pas si je vais être jugé. J'ai honte. Je ne sais pas si on va me dire, bah, c'est comme ça, c'est l'âge. Et c'est comme ça qu'on voit des patients qui traînent le problème depuis des années. Et c'est vrai que la téléconsultation, par exemple, parmi les patients qu'on a sur la plateforme, 65% disent, s'il n'y avait pas la téléconsultation, je ne suis pas sûr qu'un jour
j'aurais consulté. Ouais, j'ai incroyable. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Bon alors, explique-nous un peu ce que c'est déjà, comment fonctionne physiologiquement l'érection quand on a une érection, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du corps? On va la résumer. Pour avoir une érection, il faut plusieurs étapes. Première étape, avoir envie. Alors, quelquefois, c'est de l'excitation. En fait, il y a deux types d'envie, comme ça j'en parle rapidement sur la libido. Il y a l'envie qu'on appelle impulsion. C'est quelque chose en soi, une sorte de pulsion naturelle d'aller vers la sexualité. C'est le désir que tout le monde pense que c'est le seul désir qui existe. C'est un peu comme si là, donc c'est plutôt spontané. Voilà, spontanéité. Puis tout d'un coup, en parlant, je dis tiens, je mangerais bien une pomme. Voilà. C'est une envie comme ça. Ensuite, il y a un deuxième type d'envie qu'on appelle réceptif. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de la pomme, j'avais pas particulièrement envie de manger une pomme. Mais il y a une pomme qui traîne là, tu me la proposes et tu me le dis et je me dis bon, bonne idée, pourquoi pas. Voilà, c'est en gros le partenaire ou la partenaire qui vient solliciter ou les circonstances, on passe un moment qui font que bah tiens finalement on a envie alors qu'on pensait pas qu'on aurait eu envie. Première situation, c'est plutôt nous qui allons chercher la partenaire alors que la deuxième c'est moi je parle ou la partenaire, mais voilà. Et là l'inverse, et la deuxième c'est les circonstances ou la ou situation voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant longtemps on a cru que le désir pulsion était plus masculin que féminin et que les partenaires étaient plus féminines, étaient plus dans le désir réceptivité, c'est-à-dire c'est le fait que le mec vienne. Et on se rend compte que c'est pas si vrai que ça, qu'il y a une construction sociale qui fait que les femmes, d'ailleurs, c'est quand on demande aux femmes, quand on demande aux couples hétéros, qui est-ce qui prend le plus l'initiative? Est-ce que c'est vous ou c'est madame? La plupart des couples disent que c'est plutôt monsieur ou les deux. Et il y a peu de couples qui disent que c'est madame. Mais quand on demande aux femmes, ils disent et bien sûr, je prends l'initiative, mais c'est pas l'initiative comme lui. Et là, tu dis, mais comment ça? En fait, je lui fais comprendre qu'il peut prendre l'initiative. Donc finalement, c'est elle qui a pris l'initiative. Ouais. Voilà. Bref. Donc il faut d'abord l'envie. Ensuite, il faut l'excitation. Ok. Et c'est deux choses différentes. Souvent, on les confond. Je peux avoir envie de manger la pomme, mais en la mangeant, je peux penser à d'autres trucs et donc pas être excité par l'idée que j'avais envie de manger la pomme. Et d'ailleurs, beaucoup de troubles de l'érection viennent du manque d'excitation. C'est-à-dire, on avait envie ou on a été dans le courant de l'envie. Et finalement, on a plein d'idées parasites en tête et donc on n'est pas focus sur l'excitation. Ou on est quelqu'un qui a un fonctionnement tellement cérébral que le côté, on va dire, spontané de la personnalité s'exprime peu. Or, on a besoin de cette spontanéité pour avoir une excitation. Donc, envie, excitation. L'excitation, ce qu'elle va provoquer, c'est qu'elle va envoyer un influx nerveux, c'est-à-dire un micro-courant électrique qui va aller du cerveau, moelle épinière, bas du dos, et du bas du dos, ça va aller par les nerfs jusqu'au pénis. En gros, le cerveau va envoyer une information électrique au pénis. Cette information arrive dans les micro-artères, pas dans les grosses artères. Plein de milliers de micro-artères qui sont dans le pénis. Que dit cette information? Elle dit aux artères, faut s'ouvrir les petits. Les artères s'ouvrent. Comme l'artère s'ouvre, le sang s'engouffre dedans, donc ça se remplit, c'est l'intumescence. Et au bout d'un moment, le pénis, il peut plus s'allonger. On aimerait parfois, mais il peut plus. Et comme il peut plus s'allonger, il devient rigide. C'est un peu comme un ballon de cuir que tu remplirais d'eau. Au début, il gonfle. Si tu continues à le remplir, il devient dur. Ça, c'est la première partie de l'érection. Envie, excitation, courant neurologique et les artères qui remplissent. Pour que ça continue, il faut que le sang ne sorte pas trop du pénis. Sinon, le sang qui rentre, qui sort, finit par faire retomber l'érection. Donc, le retour veineux est diminué. C'est pour ça que les veines dans le pénis sont entre les corps caverneux, les gros tuyaux de l'érection, et la tunique. Comme ça, quand on est en érection, le sang gonfle et ça vient comprimer les veines. Comprime. Le sang sort très peu. Ça comprime la porte de sortie du sang qui, du coup, reste dans ce que tu as appelé corps caverneux, qui sont un peu les citernes qui viennent se gonfler. Et exact, sont les canaux qui se remplissent, qui vont comprimer le retour veineux pour que l'érection reste. Attention, c'est pas comprimé totalement, parce que si l'érection est là et que le sang ne circule pas du tout, au bout d'un moment, on épuise l'oxygène. Et donc, les cellules pourrissent. Et donc, le sang sort un peu, sort un peu, rentre. C'est pour ça qu'on n'a jamais une érection rigide en continu pendant un rapport sexuel. Il y a une fluctuation de la rigidité. Et pour que tout ce beau système fonctionne, il faut que ça mène dans un minimum d'hormones, en particulier la testostérone, mais aussi thyroïde, cortisol, prolactine. Et il faut que le mental soit capable. Donc, pour avoir une bonne érection, il faut être en état d'avoir envie.
il faut être en état d'avoir de l'excitation mentale. Il faut que les nerfs fonctionnent bien. Il faut que les artères fonctionnent bien. Il faut que les veines fonctionnent bien. Et que nos hormones fonctionnent bien. Tu viens d'avoir la liste de toutes les causes possibles de troubles de l'érection. On voit toutes les causes qui apparaissent et voilà. les différents moyens sur lesquels on pourra jouer pour améliorer un trouble de l'érection. Exact. J'ai une question par rapport à ce que tu m'as dit. Ça veut dire qu'une érection, elle peut durer combien de temps au maximum? Alors, on distingue deux choses. La durée de rigidité. Une érection en rigidité totale, c'est-à-dire 100% de rigidité, médicalement, on conseille que ça ne dépasse pas une demi-heure à 1 heure, parce qu'au-delà, l'oxygène est tout utilisé. Il faut savoir qu'une érection totalement rigide, ça veut dire que le sang ne sort plus. Ok. Parce si elle est totalement rigide, c'est que les veines sont complètement comprimées. Ok. Ou quasi complètement. Au-delà d'1 heure, c'est pas bon. C'est pour ça que quelqu'un qui a une érection rigide de plus d'1 heure, on dit qu'il a un priapisme, qui est une urgence médicale. Ok. Voilà. Une érection rigide de plus d'1 heure, c'est pas naturel, c'est pas normal. C'est une urgence médicale. Par contre, on peut avoir une érection pendant 1 heure ou 2 fluctuante, avec une rigidité qui diminue, qui remonte, qui rebaisse. Plus d'1 heure parce que. Donc la durée maximale qu'on estime pour l'érection, c'est en termes de rigidité, ça doit pas dépasser 1 heure. C'est pour ça que, par exemple, les anciens traitements de l'érection par injection intracaverneuse de papavérine, qui était la première révolution médicale française. Alors, il y a un Américain qui se l'a attribué, mais c'est professeur Virag en France qui l'a inventé. D'ailleurs, il a fait les premiers tests sur lui-même pour montrer. Aventureux quand même. Et ouais. Et là, la papavérine, dans 20% des cas, pouvait provoquer une érection qui se bloque, trop rigide. Heureusement, depuis, les molécules ont changé, etc. Et donc, c'était la principale précaution des injections dans le pénis, c'est attention, faut pas que l'érection dure longtemps. C'est pour ça que quand on fait une injection, de nos jours, la première injection doit toujours être faite dans le cabinet du médecin et le patient ne rentre chez lui que si on s'est assuré que la dose qu'il va utiliser ne provoque pas une érection prolongée. Avec les médicaments comprimés, il n'y a pas de risque de priapisme pour une raison simple. Il y a une élimination naturelle et surtout, au niveau de l'organisme. Ça ne marche que si on est excité. Ok. Donc dès qu'on est moins excité, l'érection repart. Alors que les injections, même dans le coma, tu auras l'érection, quoi. Ok. Bon, ben ça, plein de questions. À partir du moment où on a notre première panne, est-ce qu'on parle déjà de trouble de l'érection? À quel moment est-ce qu'on a un trouble de l'érection qui est avéré? Je pense que ça peut peut-être aussi arriver qu'à un moment on est dans un mauvais état d'esprit, on pense à des choses, on est soucieux, il y a des problèmes et ça marche pas. On a bu un peu trop, on a mangé un truc un peu trop gras. Donc à quel moment est-ce que on il y a une définition précise de ça et c'est très important de la rappeler, tu as raison. On parle de trouble de l'érection quand il y a une difficulté soit à avoir, soit à maintenir l'érection, soit de façon constante, soit de façon répétée. Mais on considère qu'il faut qu'il y ait minimum 3 mois. Certains experts disent 4-5 mois, parce qu'on considère que des érections moins bonnes pendant quelques semaines, ça peut être totalement normal et transitoire. Donc quelqu'un qui consulte en disant « hier je n'ai pas eu d'érection », pour nous c'est pas un trouble érectile, on va chercher quand même pourquoi. Mais ça, on va pas s'emballer. Par contre, quelqu'un qui dit depuis 3, 4, 5, 6 mois, ça se répète, ça se renouvelle, j'ai l'impression que ça revient régulièrement, au plus le temps passe, moins c'est bon. Là, on va considérer que c'est un trouble érectile. Ça doit être un problème parce que je suppose que ça doit arriver assez souvent qu'une personne n'arrive pas à avoir une érection une fois, tout de suite, ça joue sur le moral, sur l'image, etc. Oui. Et en fait, potentiellement, on peut rentrer dans un cercle vicieux, alors que si la personne avait pris un peu de recul, avait essayé d'analyser la situation en se disant, bon, ok, ce soir, c'est peut-être pas le bon soir, mais bon, j'ai quand même des choses qui peuvent expliquer ça, et en fait, ça serait rentré dans l'ordre tout seul. Je sais pas. Oui, dans les pannes. D'ailleurs, je sais pas si tu connais le chiffre. Bah tiens, je te pose la question. Si on demandait à une centaine d'hommes comme ça, random, entre 18 et 78 ans, parce que l'enquête était là, mais on peut prendre tous les âges. Si on leur demandait, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une panne érectile? À ton avis, combien 18? Moi, je dirais 50%. 80. Ouais, voilà. Et à mon avis, les 20% restants ne l'ont pas encore eu ou ne s'en souviennent pas. Mais ils l'auront, ouais. C'est impossible d'être au top tout le temps. Sauf que effectivement, surtout chez des jeunes, quand il y a une panne, ça peut déclencher quelque chose psychologique parfois violent. Et donc, il arrive qu'on soigne les troubles de l'érection alors que ça date d'il y a quelques semaines parce qu'on a repéré
la conséquence. Faut pas oublier que chez certaines personnes, c'est vécu comme un choc émotionnel violent, un peu comme un accident de voiture, ce qu'on appelle l'état post-traumatique. Et donc, ils rentrent direct dans un état de mal-être. Et là, on sait que faut pas attendre 3 mois. Par contre, quelqu'un, typiquement, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème toute sa vie. Il fait une rencontre ou lors d'un rapport sexuel qui était important pour lui ce jour-là, et rien. Mais il peut le vivre comme un choc émotionnel tellement violent que ça peut provoquer un changement neurochimique post-traumatique qui fait que l'excitation ne viendra plus jamais tellement il est bloqué. Mais en dehors de ces situations-là, où parfois ça arrive qu'on soigne, la personne dit j'ai eu une seule panne, mais c'est le début d'une relation. Et je vais revoir la personne là dans quelques jours, quelques semaines, et j'ai pas envie de la perdre, ou j'ai pas envie de le perdre. Et là, on va soigner parce qu'on sait qu'il y a un enjeu trop important pour dire c'est pas grave, prenez du recul, etc. Le travail mental demande quand même quelques semaines, quelques mois pour se rétablir. Et donc, il y a des situations où on agit un peu plus rapidement, même si la définition, c'est quand même quelque chose qui se répète au-delà des 3 mois. Ok, donc faut pas s'inquiéter tout de suite. Par contre, le jour où ça arrive, faut se poser quelques questions pour éviter que ça revienne. C'est tiens, pourquoi? Est-ce que oui, ok, j'ai trop bouffé, j'ai trop bu, j'avais pas dormi bien depuis 2 jours. Bon, ok, c'est tout. Mais justement, parle-nous un petit peu quelles sont les erreurs qu'une personne pourrait faire et qui pourraient entraîner justement ces troubles de l'érection, ces petites pannes occasionnelles. Voilà. Ouais. La plus grosse erreur que je vois dans les consultations, c'est le fait d'avoir fait l'amour alors qu'on n'était pas suffisamment excité. Exemple, le partenaire sollicite ou on voit la partenaire une fois de temps en temps ou ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait l'amour, il y a un week-end on est tranquille on la voit et on se dit mais il faut le faire quoi, j'ai pas envie parce qu'après on se voit plus ou je sens qu'elle est partante. Sauf qu'on n'est pas en état. Ce jour-là, on a eu plein d'embêtements au boulot, on est contrarié par des trucs. Il y a un truc qui nous a contrarié sur le plan familial qui est un peu en arrière-plan dans la tête. Mais hier, on n'avait pas bien dormi. Je viens de faire une grippe, je suis pas encore complètement remis. Et je me dis, si, quand même, on peut pas rater ce moment et on y va. Ça, c'est la plus grosse erreur. Il vaut mieux prendre conscience qu'on n'est pas suffisamment excité que de forcer. Croyez-moi sur parole, il n'y a pas un être humain sur Terre qui est capable d'avoir une érection par la volonté. La preuve, tiens, essaye d'avoir une érection là maintenant tout de suite. Bon, c'est parce que c'est moi, mais quand même. même si c'est ta femme qui était là. Non, mais c'est vrai. Ça marche pas comme ça sur commande, ouais, tu vois. Bien sûr. Ni par la concentration, ça c'est une autre erreur. Je sens que ça marche pas terrible. La grosse erreur dans ces cas-là, c'est bon, allez, je me concentre, il faut que ça marche. Ça, c'est une question que je vais te poser. Ouais. Penser à quelque chose d'excitant, un fantasme ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est plus efficace déjà. La plus grosse erreur, c'est allez copain, faut que ça marche. Allez, je me concentre dessus. C'est pas possible. Et pourtant, c'est un réflexe qu'on a. Hein, oui, mais la volonté, c'est exactement ce que tu me disais. On peut pas se dire allez, je veux avoir une érection. On le regarde. D'ailleurs, il y a une explication pour ça. C'est que quand tu te concentres, quand tu réfléchis, ton cerveau, il est en mode réflexion. Or, on a dit tout à l'heure qu'il faut être en mode excitation. Et notre cerveau ne sait pas faire les deux en même temps. Et pas que pour le sexuel. Hein. Essaye un de ces jours, vous pouvez essayer chez vous, les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, essayez de regarder un film que vous adorez, tout en pensant à tiens, faudrait pas que j'oublie dans une demi-heure de faire ça, ou tiens, est-ce que j'ai fermé la porte, quoi. Vous allez rater des scènes. Ça parasite totalement. Et vous allez faire ça dans le film. Ben, vous allez faire exactement la même chose sur le plan sexuel. Et je sais qu'il y a parfois des personnes qui me disent oh mais c'est mal fait le cerveau. Dès qu'on sort un peu du truc, ça y est, l'excitation retombe. Non, heureusement que c'est comme ça. C'est un système de protection. Imagine, t'es en train de faire l'amour, tout va très bien, puis t'entends un bruit bizarre, où tu sens que ta partenaire n'a pas l'air à l'aise, ou il y a un truc qui va pas. Ou tout d'un coup, tu te rappelles que t'avais un truc hyper urgent à faire et que t'as oublié de faire. Ou quelque chose menaçant, ou un truc où ça sent le feu. Mais, tranquille, il y a l'excitation qui est toujours là et tu continues. Ben non, ça serait dangereux. C'est pour ça qu'on a le système d'excitation qui retombe. Donc, grosse erreur, c'est pas se rendre compte qu'on a une excitation. Autre erreur. Je sens que mon érection n'est pas bonne ce jour-là. J'ai aucune idée pourquoi. Je sens juste que ça va pas. Grosse erreur, c'est, bon, bah, j'arrête, ou je me retourne, je suis renfermé sur moi, etc. Pourquoi c'est une grosse erreur?
Parce que malheureusement, la partenaire ou le partenaire en face, il va pas dire « Ah, pauvre chéri, il a une dysfonction érectile occasionnelle. » Il va dire « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il s'éloigne ? Pourquoi il me parle plus ? Est-ce que c'est moi ?» etc. Et là, on rentre dans un truc infernal. Et l'autre raison, c'est que on peut très bien continuer le rapport sexuel sans l'érection, en faisant des jeux sexuels qui ne nécessitent pas de pénétration. Ce qui fait que la personne avec qui on est, finalement, tout se passe bien pour elle. Et en même temps, le fait de jouer des jeux sexuels, c'est ce qui va faire revenir l'excitation et c'est ce qui va faire revenir l'érection. Ça, je pense que c'est une très bonne solution, non, à essayer. C'est le truc à éviter, c'est l'érection retombe, ça y est, panique, et on arrête. On continue, et c'est le fait de continuer qui va faire revenir l'érection. L'autre erreur commise aussi, c'est le repas avant. Ça, c'est très courant. Il y a des personnes qui disent « je vais bien manger ». Ça, par exemple, un rendez-vous ou une soirée galante, un truc comme ça. Je vais bien manger, je vais être en forme tout à l'heure. Ben, si t'as du mal à digérer, le lien entre les intestins et l'excitation. Je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a un lien entre la digestion et l'état d'efficacité mentale. Il y a des personnes qui ont le microbiote, par exemple, perturbé, ou il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à digérer. Et dans ces cas-là, on est plutôt endormi mentalement et on peut pas être excité. Déjà, t'as tout le système digestif qui va consommer énormément d'énergie pour assurer la digestion. Et le sang qui va venir se concentrer au moment digestif. L'organisme, il va dire, amène-moi le sang dans les intestins, j'ai besoin. Sauf que le pénis, il va dire, ouais, mais moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai besoin aussi. On va pas le prendre dans le cerveau. Enfin, on va pas le prendre dans le cœur et le poumon. Voilà. Et les erreurs autres qui peuvent être... Il y a l'alcool, non? Voilà, j'allais y venir, c'est l'alcool. Alors, sur l'alcool et cannabis, je vais les mettre dans le même sac parce que c'est pratiquement les mêmes conséquences. Toutes les études montrent que des petites quantités pourraient être utiles. Parce que ça désinhibe, comme on dit, c'est-à-dire on cogite moins. Et si on cogite moins, on est capable de rigoler plus facilement et d'être excité plus facilement. Et donc on revient sur l'excitation, qui est le pilier très important que tu mentionnes depuis tout à l'heure. Mais une quantité plus importante, en fait, ça va bloquer le système. Sauf que personne n'est capable de dire ce que c'est petite quantité et grande quantité, parce que ça varie d'une personne à une autre. Chez la même personne, d'un jour à un autre, ça peut varier. Ça va dépendre aussi du reste de l'état de forme, etc. Donc, médicalement, on a du mal à conseiller petite quantité de quelque chose. Et comme en plus on sait qu'il y a le risque d'addiction, on a un peu de mal à dire, OK, petite quantité pourrait être utile. L'alcool étant néfaste par ailleurs, c'est compliqué de dire, prenez 1 ou 2 verres de vin pour... Même si certaines personnes le constatent. Petite remarque, l'alcool, effectivement, peut désinhiber et faciliter l'excitation, mais il retarde fortement l'arrivée de l'éjaculation et de la jouissance. Jouir sous l'effet de l'alcool est parfois très, très difficile. Pareil sous l'effet du cannabis ou certains médicaments, dont un très courant. Alors maintenant, en France, on fait attention, on le prescrit moins. C'est tramadol et codéine. Tu prends un truc contre, par exemple, t'as mal dans le dos et tu dis je vais prendre un cachet avant de faire l'amour. Codéine et tramadol, ça peut fracasser l'excitation, ça peut la faire baisser très très fort. D'ailleurs, on a même testé le tramadol comme traitement contre l'éjaculation précoce. Ça marche. Le problème, c'est qu'il y a des forts effets secondaires et donc les études ont été interrompues parce qu'on s'est dit que même si c'est efficace, jamais on va prescrire le tramadol. C'est souvent des médicaments qu'on retrouve pour des gens qui ont des douleurs articulaires, des douleurs de dos, de genoux, ou après une opération, etc. Et c'est effectivement des médicaments forts. Voilà. Et par exemple, les anti-inflammatoires ne vont pas donner cet effet. Le paracétamol seul non plus. Et on fait pas forcément le lien entre, tiens, c'est peut-être parce que j'ai pris une dose de codéine à 18h qu'à 22h, je n'arrive pas à avoir un bon fonctionnement sexuel. Il peut y avoir un delta de plusieurs heures. C'est 6 à 8 heures minimum après. Et des fois, on percute pas et on pense qu'on commence à avoir des problèmes. Ok. T'as commencé à faire rentrer une donnée qui est forcément hyper importante dans les troubles de l'érection, c'est le partenaire. Oui. Parce que c'est vrai que à première vue, on pourrait être centré sur la personne qui a le trouble de l'érection, mais tu nous as dit, il y a les réactions de déjà, si ce soir-là, j'ai pas envie, etc., il faut en parler. C'est peut-être pas facile. Et puis quand il y a un trouble de l'érection aussi, comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce que l'autre réagit? Est-ce qu'on peut donner des pistes pour l'un, pour l'autre? Ouais, il y a les deux, parce que une des questions qui revient très souvent aussi, c'est mon homme a des troubles de l'érection, il en parle pas trop. Comment moi je peux évoquer le sujet? Et puis comment celui qui a les troubles peut l'évoquer? C'est très facile à dire. Moi, ça m'est arrivé. Je pense que ça n'ira pas aujourd'hui. Cette phrase-là est très différente de « il y a un problème ». Je pense que ça n'ira pas aujourd'hui.
On est en train de parler de quelque chose de bénin. Ça, c'est très important parce que là, les gens, ils peuvent essayer de retenir juste cette phrase. Ouais. Parce que des fois, on sait pas quoi dire et je pense que ça n'ira pas aujourd'hui. Je pense que ça n'ira pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas dramatique, ça explique la situation. Et ça change tout. Il vaut mieux dire ça plutôt que de laisser la personne en face se poser plein de questions. Je vous assure, mettez-vous à la place d'une personne. Vous êtes en train de faire l'amour avec quelqu'un et cette personne tout d'un coup arrête, ne parle plus, se renferme, fait comme si de rien ou s'excuse ou quelque chose comme ça. Ça met une ambiance bizarre. On va se dire, et on se dit, c'est ma faute. Et même plus, il a plus envie de moi. Il y a un truc qu'il n'ose pas me dire. Il aurait pas quelqu'un d'autre et il sait pas. Voilà, on rentre dans. Alors, si on se connaît très bien, qu'on est en confiance, est-ce qu'il a pas un gros problème et il veut pas m'en parler, alors que le fait de dire, je sais pas ce qui m'arrive, je le sens pas aujourd'hui, ça va pas. Et ça suffit pour parler du fait que ça va pas aujourd'hui. Comme souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Hein. Et comme par hasard, le fait de le dire, l'autre personne va dire, ah bon, pourquoi? Je sais rien, je sais pas, je le sens pas comme ça aujourd'hui, il y a un truc qui va pas. Ah, mais ça serait pas ce que t'as mangé tout à l'heure? Et puis, finalement, l'ambiance va se détendre. Et beaucoup de personnes qui ont appliqué ce principe disent, parce que j'avais des patients, je pense à un particulier très récent, même sous l'effet de médicaments, le fait de se mettre la pression, ça lui coupait l'érection. Et il voyait sa partenaire tous les samedis. C'est deux personnes qui étaient séparées, qui refont leur vie. Ils se voient surtout quand il n'y a pas les enfants, etc. Ça doit être plus dur quand même. Oui. Je te coupe dans ton... Mais c'est plus dur parce que c'est le jour J, maintenant, il faut être en forme. Tu n'as pas le choix. C'est tel jour, telle heure que tu dois être en forme. Sauf que tu maîtrises pas. Ça se trouve tel jour, telle heure. C'est pas le moment. Le lendemain, ça aurait été le moment. Mais voilà. Et donc, je lui avais conseillé de dire, au lieu, parce qu'il disait rien, et ça mettait une pression. Et il s'excusait simplement, il dit non, c'est pas de ta faute et tout. Quand on dit c'est pas de ta faute à quelqu'un, on sous-entend qu'il y a un problème. Et donc, je lui ai conseillé de dire ça, je sais pas, ça va pas, il y a rien de grave, c'est moi, je le sens pas. Mais de rester en contact, de garder l'autre dans les bras, de s'embrasser. Et il m'a dit, c'est marrant, le jour où je l'ai dit, 2 heures après, on a fait l'amour. Pourquoi? Parce que l'ambiance était détendue, en fait. Mais si tu bloques le moment, 2 heures après, l'ambiance n'est pas détendue. Hein. Mais tu restes sur cet événement. Tu laisses pas la possibilité de découler sur. Tu parles de négatif. Alors que si l'ambiance est détendue, tu vas faire autre chose. Tu dis, bah, c'est pas grave, on regarde un film, mais peut-être qu'après, boum. Et puis tout d'un coup, mais en fait, tu te rends compte que les choses venant un peu à la fois, l'excitation revient et tu fais l'amour alors que tu pensais que c'était arrêté. Ça, c'est pour les personnes. La maison tombe en ruine. Ça, c'est pour la personne qui a les problèmes. Maintenant, il faut répondre aux questions. Si on ne sait pas, il vaut mieux dire je ne sais pas que d'inventer. J'ai vu des mecs, des hommes, pardon, qui au lieu de dire j'en sais rien, en fait, je sais même pas, je comprends même pas ce qui m'arrive, sortent des excuses de genre, je sais pas, peut-être que t'as pris du poids. Tellement. Comment on peut dire ça? En fait, c'est des personnes qui vivent tellement mal le fait que ça puisse être. Non, c'est pas possible, c'est pas moi, quoi. Qui sortent une bêtise comme ça, qui regrettent après. Ou des trucs du genre, je sais pas, peut-être qu'on passe pas assez de temps ensemble, et la personne se met à mettre la pression. Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, il y a qu'une chose à faire, c'est demander à un professionnel de nous aider. Parce que là, on crée des problèmes, en fait. En inventant des choses, on va créer des problèmes, on va donner de l'importance à des choses qui n'en sont pas. Et parfois, ça va être, d'ailleurs, je sais pas si tu le sais. Mais tiens, je pose la question aux personnes qui nous regardent. À votre avis, entre le moment où un problème sexuel apparaît, alors on parlait de l'érection, au moment où le problème d'érection apparaît, et le moment où la personne consulte ou téléconsulte pour trouver une solution. La durée moyenne entre les deux, c'est combien à ton avis? Ça doit être très long. Moi, je pense que t'as plusieurs mois, au moins 6 mois. 6 mois, 1 an. En France, c'est en moyenne 3 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a en quelques mois, il y en a en 10 ans. Pourquoi c'est si long? Parce qu'au début, on se dit, bon, on verra, peut-être au moment des vacances, je vais essayer de reprendre peut-être soin de moi, après le tel problème de personnel. Et plus le temps passe, plus on s'enferme dans quelque chose, plus ça devient difficile de consulter. Et d'ailleurs, depuis qu'on a créé de la plateforme, Charles.co, ça a permis de raccourcir ce délai.
C'est-à-dire, avant qu'il y ait les téléconsultations, on était plutôt 3-4 ans. Maintenant, c'est plutôt 2 ans, 2 ans et demi, puisque l'accès est devenu plus facile. Mais ça reste long. Quand on sent qu'on s'en sort pas, on reste Faut pas attendre 3 ans. C'est parce que pendant ce temps-là, les réflexes s'installent. Le nombre de personnes qui consultent pour troubles de l'érection, qui finalement étaient faciles à résoudre avec quelques astuces conseils, un traitement pris de façon transitoire, et physiologiquement, les choses rentrent dans l'ordre. Sauf qu'il y a eu tellement de dégâts sur le couple que même si ça allait mieux sur le plan érectile, le couple avait perdu l'habitude de faire l'amour, en fait. Et donc, il a fallu passer des semaines et des mois à se retrouver déjà. Et puis, il faut pas oublier que la partenaire, pendant ce temps-là, peut aussi, elle, se dire, bah, tiens, je vais mettre ma libido au repos parce que je vais pas mettre la pression. Il a l'air d'avoir un problème, je vais pas continuer à aller le chercher. La personne peut s'éloigner, etc. Il y a 2 questions là, du coup, que j'ai envie de te poser. Il y en a une toute simple. Pourquoi c'est important que le couple continue de faire l'amour et continue d'avoir des rapports sexuels? Alors, pas continuer de faire l'amour, mais ne pas perdre la complicité intime. La différence, c'est quoi? La complicité intime, c'est on se prend dans les bras, on s'embrasse, on se fait des câlins. Donc ça, même s'il y a des troubles de l'érection, il faut continuer à avoir ce rapport physique. Parce que ça, on n'a besoin d'aucun médecin pour le faire. Faire des bisous et des câlins, il n'y a pas un toubib qui vous le contraint d'écran. Sinon, faut le changer. Et faut pas oublier que ça, c'est la base de ce qui va se passer après. Ça va permettre que le jour où le problème d'érection est résolu, la vie sexuelle peut reprendre direct. Tout est déjà prêt pour ça. Si on arrête ça, parce qu'il y a des personnes, il y a une expression que des hommes répètent dans ces cas-là, je vais pas allumer un feu que je ne saurais éteindre. Si je vais pas lui donner des câlins, elle risque d'avoir envie, mais moi je peux pas assurer derrière. Et oui, mais on peut quand même assurer en dehors de sans la pénétration. Exact. Mais là, tu as un paradoxe masculin. Et là, s'il y a des femmes qui nous écoutent, cherchez pas à comprendre ce que je vais dire là, cherchez juste à le savoir. Vous allez voir. J'avais eu une grande discussion avec une collègue experte qui est psychiatre, sexologue, et c'était une conférence qu'on avait faite. Et elle avait dit, les hommes ont l'impression que le plaisir et le bien-être de leur partenaire dépendent du fait de l'avoir dur ou pas dur. Et j'ai dit que j'étais d'accord, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ça dépend pas de ça tant qu'ils l'ont pas dur. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'hommes qui disent, c'est marrant, depuis que j'ai mon érection que j'ai retrouvée, je suis capable de faire l'amour sans pénétration. Mais parce que c'est un choix. Si je fais l'amour sans pénétration, que je le vis comme une punition, parce que je ne peux pas faire autrement, voilà. Donc, tu peux pas passer au-dessus dans ce cas-là. Et... Donc c'est un effort à faire de la part des hommes, c'est de se dire, ok, j'ai le repère que sans l'érection, je ne peux pas avoir de rapport sexuel. Mais en fait, je peux créer d'autres façons d'avoir des rapports sexuels. C'est le moment, d'ailleurs, dans les programmes. On a fait un programme qui s'appelle Programme Master, qui est sur la plateforme, qui aide les personnes avec une douzaine d'exercices et de techniques sans médicaments pour améliorer les érections. Parmi les techniques, il y a développer les capacités d'adaptation. J'avais prévu de faire l'amour d'une façon, ça se passe pas comme prévu. Soit je suis bloqué et je ne sais pas quoi faire, soit j'ai une capacité à m'adapter à la situation et détourner et de faire autrement. Ça, on le développe d'abord en dehors des rapports sexuels, dans la vie de tous les jours, ce qui permet au cerveau de l'être. Développer les capacités de spontanéité. C'est pas, j'avais un truc prévu dans la tête comme ça, je vais faire comme ça vient. Les personnes qui me suivent sur charles.co connaissent une phrase que je répète aussi beaucoup. Il faut sortir, pour améliorer la sexualité, l'érection et plein d'autres trucs, il faut sortir du dogme du rapport sexuel qui se déroule comme un menu à la française, entrée, plat, dessert. L'entrée serait les câlins, les préliminaires, les bisous. Le plat principal, s'il y a une deuxième entrée éventuellement, mais le plat principal serait la pénétration. Et le dessert et le café, c'est les bisous et les câlins après l'acte. Je conseille de faire l'amour comme un mezzé à la libanaise. Mezzé à la libanaise, tu mets tous les plats à table. Tu prends de la salade, tu prends du chaud, tu prends de la viande, tu remanges un peu de tomate, un peu de concombre, tu reviens à la salade, tu repars, ce que tu as envie. Et ça permet justement d'avoir une excitation. Mais on revient sur l'adaptabilité que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que je pense que l'une des choses qui est assez néfaste, c'est de se projeter comment la scène, exact. Comment elle va se passer, je vais faire ci, ensuite je vais enchaîner là-dessus, etc. Exact. Parce que du coup, on rentre dans un cadre et peut-être que dès qu'on va sortir de ce cadre ou dès qu'il va y avoir un grain de sable qui va se mettre dans la machine, on va être perturbé. Et tu viens d'évoquer la raison pour laquelle, pourquoi les hommes qui sont le plus touchés par les troubles de l'érection d'origine excitation mentale sont des hommes qui souvent ont une grande capacité mentale.
Je voulais y venir un peu. Est-ce qu'on n'a pas des profils de gens très contrôle fric qui... Alors, tu as des personnes, par exemple, qui, dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, sont habitués et ont une capacité à résoudre les problèmes tout seuls. Il y a un problème au travail, je réfléchis, je le résous. Il y a un problème de famille, il y a un problème d'argent, je vais réfléchir, je le résous. Une capacité cérébrale ou mentale très élevée. Sauf qu'ils n'ont que cet outil. Et donc, le jour où il y a un problème sexuel, je vais me concentrer, je vais le réfléchir, il faut que je le résolve. Eh ben, c'est le pire des choses à faire, puisqu'il faut justement pas y réfléchir. Mais ils n'ont pas ce réflexe-là. C'est souvent des personnes qui, dans leur couple, typiquement, c'est des personnes sur qui on peut compter quand il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, on sait qu'il est là. Il y a des papiers à ranger, des trucs, on sait que ça sera carré, etc. Par contre, c'est pas sur cette personne-là qu'on va compter pour mettre l'ambiance dans une soirée. Donc, on sait que, je sais pas si tu connais l'expression, quand on n'a qu'un marteau, ben, on pense que tous les problèmes, c'est des clous. Oui. Et là, c'est des personnes qui ont un fonctionnement mental tellement élevé que dans leur monde professionnel, c'est hyper utile. C'est la force de la volonté. Voilà. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas le côté, bon allez, je fais comme ça vient. Quelqu'un qui n'est pas habitué à dire, bon allez, j'y vais et on verra, ben, sexuellement, il ne saura pas le faire s'il ne s'entraîne pas à le faire. Et donc, c'est des personnes qui souffrent doublement parce qu'ils se disent, mais bon sang, je suis capable de résoudre, de soulever des montagnes dans ma vie. Et ça, je peux pas le résoudre. Et c'est encore plus difficile pour eux de consulter parce qu'ils disent, mais j'ai besoin d'un médecin pour me dire comment faire ça. Et ajouter montrer une faiblesse. C'est ça. Parce que c'est des personnes qui ont développé une grande capacité. Ça, on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais pour beaucoup d'hommes, c'est vu comme un aveu de faiblesse, comme le fait de perdre sa masculinité, et c'est un problème d'image. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, tu as la délicatesse et l'intelligence de dire trouble de l'érection, dysfonction érectile. Mais la génération de professionnels de santé avant toi n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça, je sais pas si tu te souviens, impuissance. Impuissance. Oui, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et on a arrêté de l'appeler impuissance parce que justement, ça englobait. Non, la personne n'est pas impuissante. Elle a un trouble érectile. Si j'ai du mal à marcher, je suis pas impuissant de la jambe. J'ai un problème de jambe. Il a fallu du temps. Et même la vision, c'est-à-dire médicalement, le fait de dire dysfonction érectile, on réfléchit en tant que médecin. Dire impuissance sexuelle, ça a quand même une connotation. D'ailleurs, un truc très amusant là-dessus et très important. Pendant longtemps, on a appelé quand même, et même aujourd'hui, le nerf de la sensibilité du pénis et les artères, on les appelait artères honteuses, nerfs honteux. Et ça montre tout l'impact de la vision médicale sur ce genre de choses, quoi. Tu trouves qu'on est sorti un peu de ça au niveau sociétal ? C'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est beaucoup moins bien que ce qu'il faudrait. Parce que toi, t'évolues là-dedans au jour le jour, donc. Si, je vois une évolution. D'ailleurs, c'est marrant parce que les générations, ceux qui ont, on va dire, plus de 50-60 ans de nos jours, c'est une génération qui était plutôt dans le manque d'informations sur la sexualité. Moi, quand j'étais jeune, j'avais quasiment pas d'infos là-dessus. Et donc, on pouvait avoir des troubles sexuels par manque d'informations. La nouvelle génération de moins de 30 ans, aujourd'hui, a des problèmes par excès d'informations. C'est ce que j'allais dire. Là, il y en a trop et d'informations de mauvaise qualité. Voilà. Dans le passé, il y avait une injonction de quelqu'un de bien ne fait pas ça, une femme bien ne fait pas ça, un mec bien ne fait pas ça. D'ailleurs, moi, j'ai vu des patients qui ont de nos jours, aujourd'hui, en ce moment, dans les 80 ans, qui disaient telle position, je le faisais pas avec ma femme parce que ça avait une connotation un peu plus comme des prostituées ou dégradants. Déjà, mettre des valeurs comme ça sur une position sexuelle, voilà. Comme si le fait que je mange de cette façon ou de cette façon, ça changeait ce que j'étais comme mec. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui jugent la personne à la façon dont elle mange. Et ben les jeunes de nos jours, c'est l'inverse. C'est si je n'ai pas fait ça, c'est que je ne suis pas assez bon. Les femmes qui disent je n'arrive pas à squirter, donc je suis pas normal parce que il y a une influenceuse qui a dit que tout le monde nous explique ce que c'est quand même squirter. Ah oui, c'est vrai. Squirter, c'est ce qu'on appelle parfois aussi l'éjaculation féminine. C'est le fait qu'il y ait du liquide qui sort par le canal de l'urètre au moment d'un plaisir intense ou de la jouissance. Et il y a eu un courant en disant toutes les femmes peuvent squirter. D'ailleurs, t'as un mode d'emploi. Tu rentres les doigts de autant de centimètres, t'appuies avec l'autre main sur le pubis, tu bouges de cette façon et c'est bon, t'es sûr de squirter. Déjà, pourquoi être obligé de le faire? Si t'as pas envie, t'as pas envie. Peut-être que tu es capable, mais c'est pas un truc qui te tente.
Et peut-être que ton corps, lui, non, ne fonctionne pas de cette façon. On revient sur le... Enfin, moi, je connais pas assez bien, mais je suppose qu'il y a une notion d'excitation là-dedans. On revient sur ce que il y a une excitation, il y a un côté anatomique. Ouais. Il y a des femmes qui disent, par exemple, pour les personnes qui me disent, parce que je sais qu'il y a des influenceuses qui parfois me reprennent là-dessus en disant si, toutes les femmes peuvent squirter, etc. Il suffit, alors là, accroche-toi bien, la culpabilisation arrive. Il suffit de savoir se lâcher et d'être bien dans son corps. Oui. Ça veut dire que si tu ne squirtes pas... Si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. C'est que tu n'es pas assez détendu dans ton corps et que tu connais pas assez ton corps. Dans ce cas, il faudra m'expliquer pourquoi il y a plein d'actrices porno qui disent « moi, je squirte pas ». On peut pas dire qu'elles connaissent pas leur corps. A priori, ouais. Et on peut pas dire qu'elles ne se laissent pas aller. Voilà. Mais voilà, tu vois, on est passé d'une injonction de « faut pas faire ceci, faut pas faire cela » à l'injonction « tu fais pas ça, t'es un nul ». De nos jours, ça... Et ça explique une partie des chiffres de nos jours. Moi, je suis content de pas avoir moins de 30 ans aujourd'hui. Les personnes de moins de 30 ans de nos jours ont beaucoup plus de problèmes sexuels que les personnes de moins de 30 ans d'il y a 30 ans. Et c'est prouvé par toutes les enquêtes en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est pas l'accessibilité à l'information. Non. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on dit qu'on parle beaucoup plus de sexualité de nos jours. Et c'est vrai. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup plus de sexe, mais pas forcément plus de sexualité. Blague de cul, ok. Des images sexuelles, ok. On parle plus facilement, on accède plus facilement à ça. Parler de sexualité, c'est comment tu t'es senti lors de ton dernier rapport sexuel. Ok, on parle comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des soucis, etc. Ça reste toujours très très tabou. Et d'ailleurs, on met beaucoup trop de vision sociale encore dessus. La preuve, hier soir, je regardais des reportages sur c'était sur des choses criminelles. Voilà, j'aime bien comprendre le profil des criminels, en particulier sexuels. C'est intriguant. Et on parlait d'une des personnes, d'une des protagonistes, et on voulait dire que après son divorce, elle a eu plusieurs partenaires sexuels, elle a eu une vie sexuelle avec plusieurs amants, etc. Et tous les gens qui en ont parlé, qui ont été interviewés, hésitaient à dire le mot et ils disaient une vie sexuelle débridée, peu classique, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas active ? Les autres, il y a quand même un jugement de valeur dedans. C'est toujours l'aspect où l'homme qui a plein de femmes, c'est un don Juan. C'est un don Juan, c'est l'accomplissement, etc. Et l'inverse, c'est beaucoup moins valorisé. D'ailleurs, médicalement, un homme qui a besoin de répéter les conquêtes et d'avoir plein de rapports sexuels. En psychiatrie, on appelle ça le donjuanisme. C'est le titre. Une femme qui fait pareil, on l'appelle comment ? Nymphomane. On l'a pas appelé donjuanisme féminin. Bien sûr. Non, mais encore une fois, on revient sur l'impuissance, sur le nerf honteux, etc. C'est ça. Mais c'est vrai que les mecs le vivent très très mal. D'ailleurs, le cercle vicieux dans lequel on rentre, on en a parlé tout à l'heure que j'ai tellement été choqué par le fait de pas avoir une érection que la fois d'après j'y pense. Comme j'y pense, je peux pas être excité en même temps. Comme je suis pas excité, j'ai pas d'érection, puis on bloque. Il y a un autre, ce cercle vicieux-là, les hommes le vivent très très mal. Et c'est rare qu'un homme consulte en disant j'ai des troubles de l'érection, ça me pose aucun problème, mais je voudrais l'améliorer. Je voudrais ajouter sur le profil, tout à l'heure j'ai parlé des personnes avec une grosse capacité mentale. Les autres profils très susceptibles d'avoir des troubles de l'érection, c'est les personnes qui ont ce qu'on appelle des idées obsédantes ou intrusives. Un truc qui m'embête, ça tourne en boucle dans la tête. C'est les personnes qui vont jamais oublier le fait que ça marche pas. Les personnes qui ont une personnalité anxieuse, forte, ou très émotive. C'est pas forcément associé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es en émotion forte, ou anxiété forte, tu as des décharges d'adrénaline dans le corps. L'adrénaline, un de ses effets, c'est de fermer les artères en périphérie du corps. Les doigts, les pieds, le nez, le pénis, pour l'envoyer dans les organes vitaux. Et donc, plus tu décharges l'adrénaline, moins ça marche, plus tu décharges l'adrénaline. C'est pour ça qu'on prescrit parfois des médicaments, alors que physiquement, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ok. Tu as aussi dû être en contact avec des partenaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
comment les partenaires réagissent généralement. Ouais, parce on a que même fait des études là-dessus. Parce que je pense qu'il y a ce mythe, enfin je sais pas si c'est un mythe d'ailleurs, cette idée que peut-être leur partenaire va les quitter, ou etc. Est-ce que toi t'as quoi comme retour en pratique? Comment ces personnes réagissent? Je vais te dire les retours en pratique qui correspondent à une étude qu'on avait faite. J'avais participé. Je fais partie des quelques experts en France qui participent aux études de recherche. Et on avait fait une étude dans toute l'Europe chez les femmes, des hommes qui prennent des médicaments de l'érection ou qui ont des troubles de l'érection. Pour voir, à l'époque, on voulait voir comment elles vivent le fait que leur homme prenne un médicament de l'érection. Déjà, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes confondaient, il prend le médicament pour avoir envie de moi, et comme il a envie de moi, il prend le médicament. Et donc, on s'est rendu compte qu'il faut expliquer que c'est pas le médicament qui donne l'envie, mais c'est parce qu'il a envie et que physiquement ça marche pas qu'il prend le médicament. C'est un peu comme si quelqu'un disait j'ai envie d'aller faire du sport parce que j'ai mis une attelle. Non, j'ai mis une attelle parce que j'ai envie d'aller faire du sport. Voilà. Deuxième chose, on leur a demandé qu'est-ce qui vous gêne le plus dans le trouble de l'érection de votre partenaire. Et la réponse la plus fréquente, les deux d'ailleurs premières, j'avoue, je m'y attendais pas que ça soit à ce point. La réponse la plus fréquente, c'est pas le fait que les rapports sexuels se passent mal, pas le fait que notre vie sexuelle est à l'arrêt. C'est le fait de voir qu'il est mal à cause de ça. C'est l'influence, que ça a un retentissement sur lui. Je vois qu'il est pas comme avant. Deuxième chose, c'est quand on fait l'amour, je vois qu'il est concentré là-dessus et pas sur moi. Et troisièmement, c'est oui, on n'arrive plus à avoir des rapports sexuels comme avant. Donc en fait, ce qui les gêne le plus, c'est plutôt la réaction, l'attitude du partenaire que son problème. D'où l'importance de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'attitude et la réaction importante. En quatrième lieu, c'est le fait qu'il cherche pas de solution. Je peux comprendre qu'il ait des problèmes, des difficultés, peu importe pour quelle raison. Et ça fait 6 mois, 1 an, et quand je lui en parle, il répond pas, et il est là, il attend que ça rentre dans l'ordre tout seul. C'est pour ça que j'avais dit dans une interview, de nos jours, un homme, un vrai, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème sexuel. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire quand on a un problème sexuel. Ouais. Et c'est exactement ce qu'attendent les partenaires. Comme tu l'as dit tout à l'heure, 80% des gens auront à un moment des troubles de l'érection, et sûrement que les 20% qui n'en ont pas encore, ils l'auront dans le futur. Donc en fait, tout le monde va y être confronté. On peut être confronté. Et d'ailleurs, le trouble érectile installé dans le temps, c'est-à-dire sévère, qui répète, qui a un impact, et on s'en sort pas tout seul. On sait que c'est avant 40 ans, c'est à peu près 25-30% des personnes. Après 40-50 ans, on s'approche de 50. Et si on a des maladies comme diabète, hypertension, problèmes d'articulation, problèmes rhumatismaux, inflammation, etc., sclérose en plaques, Parkinson, on s'approche de 60-65% des personnes. Donc c'est très fréquent. On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Et dernier conseil pour la femme qui veut dire à son homme qu'elle aimerait bien qu'il consulte. Et évidemment, si on dit à une personne, t'as un problème, faut que tu le règles. Bon, on a connu plus engageant. Voilà. Ou j'en ai marre, ou des trucs comme ça. Parce qu'en général, on attend d'en avoir ras-le-bol avant d'en parler. Si on attend, déjà, ça serait bien de parler avant. Et si on attend d'en avoir ras-le-bol, jamais on en parle le jour où on est un peu tendu, au calme. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de dire, j'ai remarqué que ça ne va pas. Et je vois que toi, t'es pas bien non plus. Ça serait bien qu'on trouve une solution. Si tu veux, je peux venir avec toi. Tu peux prendre faut y aller ensemble, tu crois? Faut laisser le choix. Il y a beaucoup de sexologues disent c'est bien d'être à deux. Tu as des couples où madame dit mais moi du moment qu'il est suivi, je veux rien savoir. Un peu comme des hommes qui disent mais elle a des problèmes gynéco, j'ai pas envie de trop savoir, je sais qu'elle s'en occupe. Et d'autres qui disent ah non moi j'ai envie d'accompagner. Il y a Où est-ce aucune que t'as envie obligation. Que je t'accompagne? Voilà. En tout cas l'expression j'ai vu qu'il y a un problème, je vois que tu n'es pas bien. Et j'aimerais bien qu'on trouve une solution. C'est quand même beaucoup plus acceptable. Toujours la simplicité le plus difficile, mais la meilleure solution. C'est ça. Et pour pouvoir dire des choses comme ça, il faut le dire à un moment où on n'est pas énervé. Donc on parle jamais de ces sujets-là quand on est énervé. Dernier conseil sur la façon de parler, celui-là vous le gravez dans la tête. Tout ce qui est problème intime dans le couple, quand on en parle, c'est jamais, jamais, jamais pour régler les comptes. C'est toujours pour régler le problème. Si vous faites la différence entre ces deux-là, vous aurez des discussions hyper efficaces. Constructives. Du coup, ce mythe du ou de la partenaire qui subirait, je sais pas quel mot utiliser, le trouble de l'érection, et qui quitterait le partenaire, c'est pas vrai?
Les situations, parce que j'en ai vu des couples qui se séparent à ce moment-là, les situations que j'ai vues où ils se séparent, ce n'était jamais le problème érectile. Parfois, c'est plein de problèmes qui sont accumulés. Le problème érectile est arrivé, le couple n'a pas réagi correctement à ça, et ça a suffi pour dégringoler tout l'échafaudage de tout ce qui n'allait pas avant. Un peu comme la goutte d'eau qui vient tout perturber. Ou, problème érectile, et comme je disais tout à l'heure, madame en parle, monsieur ne réagit pas, il reste renfermé, il s'éloigne, etc. Et donc, est-ce que c'est à cause du trouble de l'érection? Est-ce que c'est à cause de la réaction à ce trouble-là qu'on s'est quitté? C'est, dans mon expérience, c'est rare qu'une femme dise « Oh, ça fait 3-4 fois qu'on fait l'amour, il bande pas, je vais aller voir ailleurs. » Oui, ou en tout cas, elle voulait pas construire sûrement une relation dans le temps avec cette personne. Par contre, ça fait 10 fois que je lui en parle. Je vois que lui, il va de moins en moins bien. On s'éloigne. Moi, je vais pas passer le reste de ma vie à être juste comme ça des colocataires à se parler de la pluie et du beau temps. Oui, ça peut parfois jouer. Bien sûr. Tout à l'heure, on a parlé d'informations qui étaient de plus en plus disponibles. Est-ce que la pornographie, ça a une incidence dans les troubles de l'érection? Est-ce que le fait de regarder... Je ne mets pas dans l'information, sauf sur une petite partie. Ouais. C'est accès au sexe. C'est du sexe disponible pour le plus grand nombre. Enfin, normalement, non, il y a quand même des restrictions, mais... D'ailleurs, c'est fou. Hein, on est capable de faire plein de restrictions Internet, sauf sur ça, on n'arrive pas. C'est un manque de volonté, je pense. Volonté, on pourrait. Tu as des hackers de nos jours qui sont capables de craquer les codes de la CIA et du FBI. Et on serait pas capable de bloquer des sites porno. Ça change, ça bouge, surtout pour des personnes jeunes. C'est surtout ça. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans, qui est déjà tombée sur de contenu porno en regardant des trucs qui n'ont rien à voir sur Internet et des pop-up qui s'ouvrent et clac sans s'en rendre compte. Ouais, encore, je crois que heureusement, 14 ans, ça vient encore plus jeune chez certaines personnes. Elle est tombée dessus, elle avait 11 ans. Ouais, voilà. Heureusement, elle est venue me dire, papa, regarde. Heureusement, on a cette capacité-là, mais il y en a plein. Ouais, t'as une relation de confiance avec ta fille. Ouais. Très bien. Non, le porno, il a plusieurs conséquences. D'ailleurs, j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Des fois, on me critique. T'as un avis controversé, quand même. Voilà. Hein, parce que je dis, ça peut avoir une conséquence positive, comme ça peut avoir une conséquence négative. Je ne parle pas de faire du porno. Je suis pas en train de parler des actrices, acteurs porno. Je suis en train de dire d'une personne qui regarde. Une personne qui regarde ça sans prendre en compte quelques règles. C'est du cinéma. Il y a rien de vrai là-dedans. C'est comme pas la réalité. C'est comme quand Tom Cruise fait une cascade. Exactement. On va pas la reproduire. Voilà. C'est des scènes montées. C'est fait en plusieurs fois. S'il prend pas en compte le fait que c'est quelque chose qui est en train de prendre la place dans ma tête, dans mon fonctionnement. S'il prend pas en compte le fait que c'est en train de changer sa façon de voir la sexualité, si on n'est pas préparé à tout ça, on aura des conséquences négatives. Par contre, si c'est un couple qui de temps en temps regarde des films érotiques ou porno en disant nous ça nous met dans l'ambiance et on fait l'amour puis après on arrête le truc, on va pas avoir de conséquences néfastes là-dessus. Si ça leur va, il y a aucun problème. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est en célibataire, qui est en isolement sur le plan sexuel affectif, par exemple pendant la période de Covid, la consommation de porno a explosé parce qu'il y avait beaucoup de jeunes célibataires chez eux, seuls, et qui sont retrouvés devant leur écran et à consommer. Qui avait une excitation spontanée, comme tu parlais au début. Et ils savaient pas quoi faire de ça. Ou qui s'ennuyaient. Et d'ailleurs, on a vu, suite à ça, on a vu qu'une partie de ces hommes-là, et parfois les femmes, parce que la consommation de porno chez les femmes augmente, une partie de ces hommes disent, moi, à la rigueur, heureusement que c'était là, ça m'a permis de passer un cap, enfin de pas trop être sexuellement isolé. Et d'autres chez qui ils sont rentrés dans des vrais troubles psychologiques, dépression, troubles de l'érection, troubles de l'éjaculation, etc., parce que l'utilisation a été excessive ou non contrôlée par la personne. C'est donc la façon avec laquelle on regarde le porno qui est tout aussi importante que le porno en lui-même. Le porno est fait pour qu'on ait envie d'y retourner. Ils savent faire ça. C'est à nous de se dire, ok, là, ils peuvent mettre toutes les astuces qu'ils veulent. Moi, je suis quand même grand et je sais décider de ce qu'il faut faire. Donc, tant qu'on n'est pas dans les aspects addiction, conséquences sur le comportement sexuel, etc., il y a un truc
qu'on peut reprocher au porno aussi, c'est le fait que c'est très hétéronormé. Par exemple, les relations sexuelles sans pénétration, on en parlait tout à l'heure, quasiment pas dans les relations porno. L'autre truc, c'est que les positions qui sont faites, je sais pas si les gens le savent, c'est pas tellement les acteurs qui choisissent. C'est la personne qui dirige la scène qui dit j'ai besoin de ça, ça, ça. Ok. C'est pas comme dans la vie réelle, quoi. Oui, c'est des acteurs. C'est des acteurs. Des chutes, des actrices, des acteurs qui se cassent la gueule, il y en a plein tout le temps. Des scènes qui se passent mal, il y en a plein tout le temps, sauf qu'on les c'est coupé au montage. Donc plus on apprend ce que c'est le porno, je trouve, et moins on a de conséquences. J'ai fait une vidéo, par exemple, sur les coulisses du porno, tous les trucs, les astuces utilisées pour donner une impression que c'est génial et tout. Mais une fois que tu connais toutes ces astuces, en fait, ça te paraît moins génial. Donc c'est pour ça que je sais que des fois des personnes me disent « Ah, mais tu en parles sans dire attention, etc. » Pour moi, l'attention, c'est connaître. C'est quoi ça exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et ensuite, comme un grand, tu décides, est-ce que moi, ça m'intéresse? Est-ce que moi, je suis capable de gérer ça ou est-ce que je ne suis pas capable de gérer ça? Ok. Tout à l'heure, tu as abordé un petit peu la notion de syndrome métabolique avec le fait d'avoir du cholestérol, le fait d'avoir du diabète, le fait d'être en surpoids, et plus largement, est-ce que si on a des douleurs articulaires, etc. Est-ce que ça peut expliquer un trouble de l'érection? Est-ce que c'est en lien? Est-ce que ça a des conséquences? Complètement. C'est même la cause principale après la cinquantaine. Quand on voit un homme qui a des troubles de l'érection après 50 ans, les causes les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle dysfonction endothéliale, c'est-à-dire les artères qui doivent s'ouvrir pour que le sang rentre dans le pénis, sont fatiguées. Beaucoup de personnes confondent avec artères bouchées. Les artères bouchées, c'est les grosses artères du cœur, du cou, les fémorales, etc. Au niveau du pénis, les artères ne se bougent pas, mais elles fatiguent, elles ne savent plus s'ouvrir correctement, donc l'érection est incomplète, ou elles fatiguent, elles s'ouvrent, elles se referment, et donc l'érection vient et repart. Et ça, c'est causé surtout par ce qu'on appelle syndrome métabolique. En gros, on prend un peu de poids au niveau du ventre. L'ennemi numéro 1 de la santé masculine, c'est le ventre. Parce que plus on a de la graisse au niveau abdominal, moins les artères fonctionnent bien. Plus on augmente la résistance à l'insuline. Donc on va provoquer d'autres problèmes qui vont apparaître dans le corps. Plus on a de graisse au niveau du ventre, plus on a le risque de développer l'apnée du sommeil. Ronfler la nuit, se réveiller fatigué et donc avoir encore plus de troubles érectiles. Et plus on a de la graisse au niveau du ventre, et moins on a de testostérone. Parce que la graisse... Ok, ça je savais pas. Oui, c'est la graisse abdominale, c'est pas un tissu mort, c'est un tissu vivant. Et la graisse, figure-toi que les cellules graisseuses abdominales font, le terme est joli mais c'est néfaste, aromatisent la testostérone. Alors, ça veut pas dire qu'ils la parfument, ça veut dire qu'il la transforme en oestrogène. En gros, plus tu as de la graisse au niveau du ventre, plus tu vas manquer d'hormones masculines et avoir plus d'hormones féminines. C'est pour ça que quand on est obèse sur du long terme, on peut avoir un peu de sein qui pousse et on peut avoir la libido qui peut finir par diminuer. Donc oui, tout ça joue un rôle. Les autres trucs qui jouent un rôle, alors le diabète évidemment, les problèmes... Toutes les pathologies qui attaquent les vaisseaux sanguins en fait. En fait, tout ce qui va attaquer ce qu'on a dit au début. Ouais, oui. Le cerveau, les nerfs, les artères. Les nerfs aussi, bien sûr. Et les hormones. Et on parle rarement des articulations et pourtant ça joue un rôle. Quelqu'un, par exemple, qui a le dos en compote, mais il y a des positions qu'il peut pas faire, ou alors il va faire attention, faire mal. On peut pas faire attention et être excité super bien. Non, mais on peut pas avoir mal et être excité. Voilà. Alors, heureusement, normalement, pendant le rapport sexuel, on a des sécrétions d'ocytocine qui viennent relâcher les muscles, en fait. Et donc, beaucoup de personnes disent, j'ai souvent mal au dos, mal aux jambes, sauf quand je fais l'amour, ça va mieux. Mais ça peut gêner. En fait, c'est plus la souplesse articulaire qui peut poser problème. Par exemple, plier les hanches, plier les genoux, tenir sur les bras, plier les bras, etc. Les cervicales. Il y a, j'ai vu un couple, c'est une histoire marrante. Madame consulte parce qu'elle n'a plus d'orgasme pendant les rapports sexuels, alors qu'avant elle en avait. Et on creusait, on cherchait, je pensais qu'elle avait un problème hormonal, etc. Ménopause, mais sa ménopause est traitée, bref, on a cherché. Et en discutant, je pose des questions. Je suis sûr que ça arrive à toi aussi. Des fois, on pose des questions en se disant, mais j'ai plus d'idées, mais en posant des questions, peut-être que, tu sais, comme à la foire, tu tires une ficelle, tu dis peut-être que c'est le bon ballon qui va tomber, mais il faut tirer toutes les ficelles.
Et en discutant, j'apprends que son compagnon, il a eu des cervicalgies très importantes, les douleurs au niveau du cou, avec les nerfs qui étaient coincés, il a été opéré, etc. Et je lance comme ça, pour rigoler dans la consultation, parce que c'est quand même détendu. Je dis, pour le cunnilingus, ça doit être difficile parce qu'il ne peut plus faire comme ça. Eh bien, je fais plus. Parce qu'effectivement, plein de gens qui ont mal au cou, le mouvement de relever la tête comme ça, l'extension devient douloureuse. Eh bien, figure-toi que comme madame, le cunnilingus était très important pour elle. C'est ce qui lui permettait ensuite, lors de du rapport, la pénétration, d'être bien préparée. Sauf que lui, il peut plus. Et ils l'ont pas remplacé par une autre stimulation. Et c'était la cause de la perte de capacité d'organe. Donc, tu vois comment un problème articulaire peut avoir des conséquences. Je me souviens d'une personne aussi qui a été opérée d'une arthrose de la hanche et qui était dans une peur panique de luxer la hanche, en fait, pendant le rapport sexuel. Je sais pas, les chirurgiens ne doivent jamais, je suppose, aborder cette question-là. Alors que c'est vrai que quand même... Ni chir, ni kiné, ni médecin rééducateur. Mais c'est vrai, moi je l'ai jamais fait, tu vois, et là on en parle. Mais c'est vrai que une femme qui se fait opérer d'une prothèse de hanche, forcément, on lui dit comment elle doit s'asseoir. On lui dit comment elle doit s'asseoir, etc. Tu peux penser sur la position la plus basique, qui est la position du missionnaire. Tu vas forcément avoir une incidence sur la hanche, parce que la hanche va un peu s'ouvrir, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être source de stress si la personne n'a pas été rassurée. Et il suffit qu'elle entende un petit claque ou une petite douleur pour qu'elle arrête, va avoir du plaisir. Et puis, son partenaire, il va se dire, tiens, c'est plus comme avant. Et par exemple, nous en sexo, on leur apprend d'autres positions. Par exemple, la position du missionnaire, elle est possible sans écarter les jambes, avec la femme qui a les jambes serrées et le pénis qui rentre. D'ailleurs, c'est plus source de plaisir. Parce que c'est l'homme qui a les jambes écartées. Voilà. Sauf si lui, il a des problèmes aussi au niveau des hanches. Là, on va changer de position. Et donc, tu vois, les problèmes articulaires, on en parle très peu parce que ça ne touche pas directement la mécanique de l'érection, mais ça touche la mécanique de l'acte sexuel, en fait. Donc voilà. Et la souplesse articulaire. Une raison de plus pour faire de l'activité physique en vieillissant, ça permet de garder notamment une liberté articulaire pour une bonne santé sexuelle. Complètement. Je vais reprendre les propos du premier qui m'a formé à la médecine sexuelle, professeur Rigaud à Lille, qui répétait tout le temps aux hommes: plus vos articulations sont raides, moins votre pénis le sera. Voilà. Mais après, ça fait en plus aussi un cercle vicieux, parce que je suppose que si tu as pas mal de rapports sexuels, forcément tu vas entretenir tout ça, et donc c'est un cercle vicieux. Hein. Et d'ailleurs, plus tu as des relations sexuelles, plusieurs études ont montré que quand tu as une vie sexuelle régulière, épanouie, tu as moins de problèmes de santé. On n'arrive pas à savoir si c'est parce que tu as moins de problèmes de santé que tu as une vie sexuelle régulière, épanouie, ou l'inverse. Je suis persuadé que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire le fait de prendre soin de soi-même pour rester en bonne santé, ça aide à garder une vie sexuelle épanouie. Et le fait d'avoir une vie sexuelle régulière épanouie, ça aide à rester en bonne santé. Le sexe nous le rend très bien. On a parlé du fait d'avoir un syndrome métabolique et que ça c'était une cause très impactant pour l'érection. Est-ce que si on a des troubles de l'érection avec son partenaire ou sa partenaire, mais qu'on a encore une érection matinale, ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une conclusion à en tirer? Dans le passé, on disait que si on a une érection la nuit et le matin, mais qu'on n'a pas d'érection lors des rapports, c'est que la cause était psychologique. On a changé ça. Donc ça veut dire que mécaniquement ça marche bien. C'était l'idée. Ça sous-entend. Voilà. Physiquement ça marche bien, donc c'est peut-être psychologique, ou probablement psychologique. D'ailleurs, j'avais fait ma thèse de diplôme d'andrologie sur les techniques de mesure des érections nocturnes. Sujet passionnant. Je peux te dire que pour annoncer, j'ai hésité à inviter mes parents à la soutenance de thèse en me disant, mais ils vont me dire, mais fiston, 12 ans d'études pour mesurer les érections la nuit. C'était pas simple. Et d'ailleurs, il y a des appareils qui mesurent ça la nuit. Dans le passé, on mettait même des timbres sur le pénis pour voir si on a une érection la nuit. Parce que la nuit, on a forcément une érection? Oui. Toutes les nuits? Si on a un sommeil paradoxal, oui. Ah ouais. Avant de répondre à la question, ou non, je vais la répondre tout de suite. Si on a des érections la nuit et le matin, c'est qu'il y a et qu'on a des problèmes lors des rapports, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit effectivement le problème est d'ordre psychologique, et comme la nuit et le matin, on est dans le coltard, mais en fait ça marche mieux. Soit le problème est physique et psychologique, mais que ce n'est pas trop grave. Par contre, si on n'a pas d'érection la nuit et le matin, ça veut pas dire que le problème est grave. Ça veut dire aussi, peut-être, qu'on ne s'en rend pas compte puisque ça survient pendant les phases de sommeil profond. Okay. En fait,
pourquoi on a des érections la nuit et le matin? On dit toujours érection nocturne et matinale. On devrait dire érection nocturne ou érection de sommeil. L'érection du matin, c'est ni plus ni moins que la dernière de la nuit. Quand on dort, on a d'abord le sommeil léger, puis le sommeil plus rapide, lent, puis on arrive à la phase de sommeil profond. Rapide, lent, c'est lié au mouvement des yeux pendant qu'on dort. Alors ça, c'est le paradoxal. Okay. Voilà. Et on arrive justement au sommeil paradoxal. Si on l'appelle paradoxal, c'est qu'on n'a toujours rien compris dedans. On a le cerveau en une activité intense et en même temps, on est paralysé. Pendant le sommeil paradoxal, il se passe deux choses dans le corps humain en particulier, le mouvement des yeux et l'érection, y compris chez les femmes, le clitoris qui gonfle. Pourquoi? On n'en sait rien. Il y a plein de théories. Il y en a qui disaient que c'est un reste du temps où on était dans les cavernes. Comme on était dans le sommeil paradoxal, en fait, on est paralysé. Quelqu'un qui te réveille pendant sa phase du sommeil paradoxal, il te faut quelques secondes pour pouvoir lever le bras, si tu es réveillé à ce moment-là. Et donc, on se disait, mais on est vulnérable, quoi. S'il y a un ours qui fait du bruit à côté dans les cavernes, on va se faire bouffer. Et donc, l'idée... Avec un sexe en érection, tu vas te protéger contre l'ours. Voilà, c'est pour dire, il dort pas. Faut pas s'approcher. Genre, mon érection va faire peur à un ours. Mais bon, c'est une théorie. On sait pas trop. D'ailleurs, les mouvements des yeux sont utilisés dans une technique qui s'appelle EMDR pour l'anxiété. Et on a démontré que quelqu'un chez qui on relance les érections de la nuit, les scores d'anxiété diminuent. Toutes les collègues féminines disent, ouais, c'est les mecs, ça, ils bandent et ils sont contents. Il y a quand même un truc, il y a un lien neurochimique, neuropsychique, il y a un truc pas très clair. Donc, les érections de la nuit, oui, effectivement, c'est pendant la phase de sommeil paradoxal. Et pour les personnes qui regardent, faites un test. Tu me diras. Tu feras aussi. Je t'enverrai un message pour Essayez Ah ouais, tu me racontes. Essaye de te réveiller pendant plusieurs jours en mettant le réveil. Ensuite, pendant plusieurs jours, sans réveil. Réveil naturel. Tu verras que là où il n'y a pas le réveil matin, c'est là où tu as les érections. Je peux déjà te répondre. Oui. Pourquoi? Parce que tu te réveilles après la phase de sommeil paradoxal. Quand tu mets un réveil, il va sonner, il s'en fout le réveil de quelle phase tu es. Voilà. Donc c'est pas lié au fait qu'on a la vessie pleine. Alors ça se l'entend aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a la vessie pleine le matin qu'on est en érection le matin? Non, c'est la même conséquence. En fait, on est réveillé parce qu'on a envie d'aller faire pipi, exact. Alors qu'on était en train de dormir dans un sommeil paradoxal. Ah oui, on se réveille à la fin. D'ailleurs, t'imagines si on était en érection à chaque fois qu'on a la vessie pleine. Là, par exemple, j'ai envie de pisser, t'imagines? C'est pas gênant. Alors, il y en a d'autres qui disent, ouais, c'est quand il y a un pic de testostérone. Mais non, quand on fait les injections, par exemple, de testostérone, d'androtardil, on n'a pas un pic d'érection dans les heures qui suivent l'injection. Donc, c'est plus vraiment lié aux phases de sommeil. Donc, une des premières causes où on perd les érections de la nuit du matin, c'est le mauvais sommeil. Qu'est-ce que tu donnes, du coup, comme conseil à des gens qui ont des troubles de l'érection pour essayer de régler ça? Premier conseil, et ça, c'est aggravé. Si j'ai des problèmes d'érection, d'ailleurs d'autres problèmes sexuels, c'est pas de mon pénis que je dois m'occuper, c'est de moi. Ça veut dire quoi, s'occuper de moi? Si je ne fais plus d'activité physique, il faut que j'en fasse. Si je dors mal, il faut que je règle mon sommeil. Pour régler le sommeil, 2 astuces simples. Tu te réveilles tous les matins à peu près à la même heure, y compris les jours de repos, les jours de vacances, etc. Et le soir, tu vas te coucher, pas quand c'est l'heure, mais quand tu as sommeil. Pas quand tu es fatigué. Quand tu as sommeil. Il faut faire les distinctions entre les deux. La fatigue, c'est on sent qu'on est fatigué. Le sommeil, c'est je commence à avoir les paupières qui plafonnent, j'ai des petits frissons, je bâille. Ah, il faut que j'aille me coucher. J'ai pas fini le film, on s'en fout. Mon cerveau, il me dit va te coucher maintenant. Parce qu'un sommeil régulier est indispensable pour le système sexuel érectile. Donc, activité physique, sommeil, je rééquilibre ce que je mange. Je diminue le sel. Pourquoi je diminue le sel? Parce que excès de sel égale risque d'hypertension artérielle. Hypertension artérielle va donner des troubles de l'érection. Je diminue la consommation de sucre parce que le sucre va donner une altération de la paroi des artères. Je diminue les aliments ultra transformés. C'est le moment de remanger de moi-même sainement. Parce que les aliments ultra transformés, il y a des études récentes qui ont montré que même si tu manges équilibré en graisse, protéines, sucre, etc. Le fait que ça soit ultra transformé industriel, il y a tellement de produits chimiques dedans qu'au final, t'as pas l'avantage d'avoir mangé équilibré. Donc, on a dit activité physique, marche, sommeil, alimentation, mental. Et le mental. Le mental, c'est quoi? C'est le moment de prendre soin de mon état de fatigue mentale. Quand on a des troubles de l'érection, c'est rare d'être en super forme psychologique.
état de fatigue mentale, ça veut pas dire forcément faire aller dormir, faire des trucs. C'est faire des choses que j'aime bien. C'est pas forcément du repos. Beaucoup de personnes confondent le fait d'agir psychologiquement sur se détendre, diminuer le stress. Moi, ce que je vous conseille, c'est faire des choses que vous aimez bien. Si vous avez des périodes difficiles, réfléchissez non pas à quels sont les moments où j'ai du repos, mais quels sont les moments où je fais des choses que je kiffe. C'est ça qui va me recharger en neurotransmetteurs de bien-être, d'excitation, etc. Moi, je crois beaucoup à ça, parce que se dire, faut que je sois moins stressé, faut que je sois moins stressé, faut que je sois moins stressé. Le stress est parfois utile. D'ailleurs, pour que le sexe fonctionne, et l'érection, il ne suffit pas d'être dans un état neutre. Ne pas être stressé, c'est pas suffisant, c'est la base. Il faut être bien. Si t'es face à une partenaire, tu dis, ouais, je suis pas stressé, je suis neutre. Ben, ça sent pas l'élan sexuel. Hein. Non. Et c'est pour ça que, par exemple, les techniques anti-stress, c'est parfait, mais je vous conseille de rajouter des choses de type, je fais quelque chose que j'aime bien. C'est le moment aussi de changer des habitudes du quotidien. Dans le programme master dont je parlais tout à l'heure, je donne des conseils du genre, changez les trajets que vous faites pour aller au travail, pour aller chercher des courses, etc. Mettre une dynamique différente, en fait, dans notre vie. Tu reviens sur cette notion un peu d'adaptabilité que tu as mentionné tout à l'heure. Et si je ronfle la nuit, je consulte pour voir si j'ai pas un syndrome d'apnée de sommeil, pour voir s'il est appareillé. C'est le moment de faire une prise de sang pour voir si je n'ai pas un prédiabète, un cholestérol en excès. Si j'ai des problèmes urinaires, je me lève 12 fois pour uriner la nuit, je dois me dépêcher, etc. C'est le moment de vérifier si c'est pas une hypertrophie de la prostate. C'est fou parce que moi, j'ai toujours tendance à dire que quel que soit le médecin et le spécialiste qu'on reçoit, on fait toujours la même vidéo. Alors, je le dis à chaque fois, donc les gens doivent en avoir marre, mais quand on reçoit un néphrologue pour la santé du rein, c'est pareil. C'est des conseils avant tout. On fait de l'activité physique, on fait attention à ce qu'on mange, on prend soin de soi, on dort mieux, etc. Quand on reçoit un cardiologue pour parler du cœur, c'est la même chose. On reçoit un neurologue pour parler du cerveau, c'est la même chose. Je me disais pas qu'avec toi, ça serait pareil. Ça serait pareil. Alors moi, je vais aller plus loin. En sexo, c'est exactement pareil. En médecine sexuelle, je peux prouver que ce que je dis, c'est pas juste parce que je suis un médecin et je vous dis, oh là là, arrêtez de fumer, on a oublié le tabac. Arrêtez le tabac. Je vais te le prouver. Il y a eu plusieurs études en Europe où on a pris des hommes qui ont des problèmes d'érection, qui ont accepté que pendant 1 an, il n'ait aucun traitement pour les problèmes d'érection, mais qui soit dans une étude où on voit si le changement de comportement que j'ai dit a un impact. Donc il faisait du sport, il mangeait mieux. La moitié était coachée. Tous les jours, on les aidait pour faire de l'activité, mieux manger, mieux dormir, etc. Tout ce qu'on a dit. L'autre moitié, non coachée. Au bout de 6 mois, on a regardé ce qui se passe. Dans le groupe de ceux qui n'étaient pas coachés, il n'y avait aucun changement. C'est-à-dire ceux qui continuaient leur vie comme ça. Dans le groupe de ceux qui étaient accompagnés, 1/3 d'entre eux n'avaient plus de problème d'érection. Ça veut dire qu'il y a 1 homme sur 3 qui, en changeant juste ses habitudes, n'a pas besoin de prendre un médicament pour l'érection. 1/3 avaient encore des problèmes d'érection, mais qui ont répondu à des toutes petites doses de traitement érectile, et le traitement a pu être progressivement espacé. Donc, c'est des personnes qui ont dit « Oh, bah, ça n'a rien changé pour moi, j'ai dû prendre le médicament. » Si, ça a changé le fait que t'es pas resté 10 ans sous médicament et qu'on a dû augmenter les doses. Et 1/3 n'a pas eu de conséquences. Donc, on s'est penché sur pourquoi ce tiers-là n'a pas eu de conséquences. Et on a 2 hypothèses. Soit on est arrivé trop tard. C'est-à-dire, il y a eu tellement de dégâts sur les artères, sur le métabolisme, ça fait plus de 20 ans que le mode de vie est perturbé. Soit il y avait d'autres causes. Un problème de testostérone, une dépression majeure, un problème de couple, etc. Mais en gros, ça veut dire qu'on a la preuve que ces changements dont je parle sont efficaces dans 2/3 des cas des troubles érectiles. C'est pas rien quand même. C'est énorme. Et on peut penser que si ces gens, c'est exactement ce que tu as dit sur le dernier groupe, s'ils avaient eu cette hygiène de vie dès le début, ils auraient sûrement peut-être jamais eu de troubles d'érection. Il y a aussi une cause héréditaire sur laquelle on peut pas jouer. Et ça, c'est une autre preuve de l'effet de tout ce que je vous dis. Je demanderai à mon papa, du coup. Sur les artères, pas sur l'érection. Voilà. La seule problématique sexuelle pour laquelle on a des preuves qu'il y a un côté génétique, c'est l'éjaculation précoce. C'est des études qui ont été faites sur des jumeaux. Si un des 2 jumeaux a une éjaculation précoce, il y a des fortes chances ou risques que l'autre aussi. Problème d'érectile, c'est plutôt, on a une hérédité artérielle. Par exemple, si ton père a de l'hypertension, problème cardiaque, etc., problème cardiaque ou vasculaire, ça veut dire que tu as peut-être une prédisposition aux problèmes artériels. Or, les problèmes artériels donnent des troubles de l'érection. Sauf que ça, tu ne le sais pas.
C'est pour ça que tu as des personnes qui disent, ouais, bah, lui, il a fumé 20 ans, il a rien eu. Il avait peut-être pas la même prédisposition que toi. Mais ça, c'est toujours Quand les tu le sais grandes pas, injustices de la vie, hein. Tu joues pas à la roulette russe. C'est exactement la métaphore qu'on utilise. Moi, je donne une autre métaphore si tu la veux. C'est, moi, je connais des mecs qui roulent à 200 à l'heure sur l'autoroute qui n'ont jamais eu d'accident. Moi, je vais pas rouler à 200 à l'heure. Parce que je sais que j'augmente mon risque d'accident. Voilà. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois que tu as un comportement comme ça, en fait, tu vas rajouter une balle dans le barillet en jouant la roulette russe. Et donc, il y a effectivement des personnes qui vont tout le temps gagner, mais tu peux aussi perdre avec une seule balle. Mais c'est pas la majorité. Voilà. Honnêtement, c'est pas la majorité. D'ailleurs, j'avais écrit un texte je pense qu'il traîne encore sur Internet il y a une vingtaine d'années. J'avais mis les hommes qui ont des problèmes d'érection ont de la chance. Très provocateur. Très bon titre. Et en fait, pourquoi ont de la chance? Parce qu'en fait, les problèmes d'érection sont souvent le tout premier symptôme. Ah, ce que j'allais te demander, si c'était souvent un signe d'appel pour plein d'autres pathologies. C'est prouvé. Ouais. Je vais te donner les chiffres. Mais en gros, si tu as des problèmes d'érection, ton corps est en train de te dire, je suis pas bien là. C'est le temps que tu t'occupes de moi. C'est le moment d'arrêter de fumer. C'est le moment de reprendre. Sans les problèmes d'érection, tu serais allé plus loin. Par exemple, on a démontré que sur une centaine d'hommes qui arrivent aux urgences pour un événement cardiaque aigu, infarctus du myocarde ou angine de poitrine aiguë, 2/3 d'entre eux avaient des problèmes d'érection qui ont commencé 3 à 4 ans avant. Si ces hommes-là avaient consulté 3-4 ans avant pour leurs problèmes d'érection, et que le médecin leur a dit « Ah, ça a l'air d'être un problème de microcirculation de sang d'après ce que vous dites. C'est le moment pour vous de refaire du sport, de perdre du poids, etc. » Ben, on aurait évité chez beaucoup d'eux. Et c'est pour ça qu'on considère que le fait de soigner les troubles de l'érection peut sauver des vies. C'est pas juste du bien-être. Comme en plus les médicaments à visée érectile, on sait maintenant qu'ils ont un effet protecteur au long terme. Mais quelqu'un qui a des troubles de l'érection, il faut surtout pas traîner en fait de le repérer. Moi, je fais beaucoup de formations auprès des médecins pour leur dire n'attendez pas qu'ils posent la question. Posez-lui la question. Il est plutôt sédentaire, il a du tabac, vous le voyez pour une angine, posez la question. Mais ça n'a rien à voir. Ça, poser la question ou de l'attendre, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Non. Mais en plus, ce qui doit être intéressant par rapport à ce que tu m'as dit et ce que j'ai compris, c'est que pour avoir une érection, il faut à la fois un système vasculaire qui est en bonne santé et un système nerveux et en fait hormonal. Et hormonal. Donc c'est au carrefour de plein de choses. Exact. D'ailleurs, je dis toujours, tu peux pas avoir un trouble de l'érection sans aucune raison. Il y a forcément une raison. Soit tu es en train de faire un coup de déprime, soit tu es malheureux dans ta période de vie, soit tu es hyper stressé par quelque chose, tu es fatigué, soit tes artères s'abîment, soit tes nerfs s'abîment, soit tes hormones s'abîment. Il y a une raison. Et il y a un collègue, Dr Pierre Bondil, qui disait tout le temps, l'érection, c'est le baromètre de santé de l'homme. Si elle dysfonctionne, c'est qu'il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, on a de plus en plus, parce que grâce aux vidéos que je fais, les hommes l'ont compris, j'ai de plus en plus d'hommes qui consultent en disant « j'ai des problèmes d'érection. Ça me pose pas de problème dans ma vie sexuelle, mais j'ai compris que ça pourrait cacher quelque chose. Donc je consulte pour voir est-ce que j'ai des choses à faire par rapport à ça. » Il y a des hommes célibataires qui consultent pour des troubles de l'érection, parce qu'ils ont compris que ça peut aussi les empêcher de faire des rencontres, et peut-être c'est le moment de réagir. On est obligé de parler du Viagra quand même avec tous ces médicaments. C'est le plus connu. Oui, alors moi je les connais pas d'ailleurs. Tu vas dire peut-être est-ce qu'il y a différents moyens d'action, comment ça marche. Aussi connu que d'autres marques célèbres. C'est vrai qu'il est hyper aux connu. États-Unis, il y a une enquête, tu sais, les boîtes de marketing. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune quand on a entendu arriver ça aux informations, etc. Enfin, ça fait combien de temps que c'est sur le marché? Alors, 15 ans, 20 moi, ans j'ai commencé à participer aux recherches sur le Viagra en 96. Ouais. Il est arrivé en 98. Il a 27 ans. Ouais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, si tu demandes à des jeunes, cite-moi 5 marques comme ça que tu connais. Le Viagra arrive dans les 5 avec McDo, Coca, Nike, Adidas, etc. Et oui, on le connaît très bien. Et c'est celui qui a ouvert la voie aux autres médicaments. Actuellement, le Viagra, c'est Sildenafil. Ensuite, il y a eu le Cialis, Tadalafil, le Levitra, Vardenafil, le Spedra, Avanafil. Et dans d'autres pays, il y a Udenafil et d'autres molécules. C'est une classe... finit par fil, apparemment. C'est une classe qu'on appelle IPDE5, la classe de médicaments inhibiteurs de phosphodiesterase 5, qui en fait améliore l'ouverture des artères. Et d'ailleurs, peu de gens savent que le Viagra a été découvert par erreur. Et que l'érection, c'était un effet secondaire, en fait. C'était pas l'effet recherché, c'était un médicament développé pour essayer de voir si on peut protéger contre l'angine de poitrine.
Donc, à la base, c'est un protecteur cardiaque. L'angine de poitrine, c'est une douleur de poitrine, hein, ça a rien C'est à le voir sang avec, qui rentre. Ouais, c'est pas une infection. Voilà, Ou ce ça qu'on a rien à voir appelle un problème pulmonaire. angor ou pré-infarctus. On va l'appeler comme ça. Et dans les études quand on cherche un nouveau médicament, comme le médicament n'est pas commercialisé, le médecin-chercheur donne les comprimés à la personne qui doit noter tel jour, telle heure j'ai pris, voilà ce que j'ai eu comme effet, remplir des questionnaires, revenir 2 semaines après, faire des examens, repartir, revenir. C'est comme ça que ça se passe. Les comprimés non pris sont rendus à la fin, ça doit être recollecté et détruit. C'est hyper surveillé les recherches de ce type. Ah, il y avait aucun comprimé qui revenait. Pas beaucoup. Alors, en fait, on sait qu'il y a 5% des comprimés qui se perdent. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Ah, je suis parti en vacances, j'ai oublié la boîte. Ma femme a acheté par erreur. Bon, c'est toujours la faute de la femme. Et c'est jamais lui qui a acheté par erreur. Encore une fois. J'ai perdu. Bref, c'est resté dans la boîte de la voiture. J'ai vendu la voiture. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et là, il y avait un taux de comprimés oubliés qui était énorme. Moi, j'ai dit ça en rigolant, mais c'est vrai, en fait. Et donc, ça a déclenché une enquête. Mais ils sont où? Au départ, c'était pas pour savoir pourquoi. C'était pour savoir, ils sont où. On peut pas laisser des comprimés comme ça dans la nature. Et là, les mecs ont commencé à dire, docteur, je sais pas ce que vous voyez à l'échographie, mais moi, en bas, je vois des trucs. Et c'est comme ça que le laboratoire Pfizer, à l'époque, a décidé de changer en disant, mais il a l'air de fonctionner très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la principale contre-indication de ce médicament, c'est le fait de ne pas le prendre avec un médicament qui s'appelle trinitrine ou monoxyde d'azote, parce que ça fait le même effet sur les artères du cœur, en fait. Et quand on a entendu, quand c'est sorti, on a dit, oh là là, ça tue, c'est dangereux pour le cœur, etc. Tous les médecins, moi, je me souviens, quand on faisait la recherche, je dis, mais comment c'est dangereux pour le cœur? Ça a été développé pour protéger, à la base. Et après, on a compris que c'est parce que c'est des patients qui l'ont pris, qui ont donné à d'autres copains, qui, pas de bol, étaient sous trinitrine, et ils ont fait une chute de tension majeure, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut pas le prendre en même temps que le poppers, qui est de la trinitrine. C'est un vasodilatateur. Donc, il y a ces quelques précautions. Et l'autre précaution, c'est de ne pas le prendre si on n'a pas le droit de faire l'amour. Par exemple, si le médecin te dit, tu restes allongé dans le canapé, tu as un rythme cardiaque à 140, on ne sn'y a pas pourquoi, il y a un problème de santé, repos le temps qu'on fasse les examens, logiquement, tu fais pas l'amour. Donc, en dehors de ces deux situations, il n'y a pas de contre-indication. Et peu de gens savent que le Viagra, le sildenafil, est donné maintenant à des enfants nés prématurés pour améliorer la microcirculation sanguine. C'est donné par des cardiologues dans une maladie grave qui s'appelle hypertension artérielle pulmonaire. C'est quand l'hypertension est dans le poumon, c'est une maladie cardiaque. C'est utilisé aussi dans les syndromes de Raynaud sévères, c'est-à-dire les personnes qui ont les doigts qui deviennent bleus, parce qu'en fait, ça améliore la microcirculation. D'ailleurs, tous les hommes qui prennent tadalafil, sildenafil, vardenafil, quand on leur demande, vous n'avez pas l'impression d'avoir moins froid dans les mains et les pieds que les années d'avant? Ah ouais, maintenant que vous le dites, ouais, j'ai moins froid. C'est parce que la circulation de sang se fait mieux. C'est utilisé par les alpinistes. Ça évite, par exemple, d'avoir des engelures au bout des doigts et dans le pénis. Le prince Harry en a pris. Je sais pas si t'as entendu parler qu'il a failli perdre son pénis. Ok. Dans une expédition dans l'Arctique. Je pense qu'Inoxtag en a pris dans l'ascension. Pour 2 raisons dans les ascensions. Protéger les extrémités. Et comme ça diminue la pression artérielle pulmonaire, tu respires mieux en altitude. C'est un traitement, d'ailleurs, dans ça va te faire rire, mais dans les boîtes de pharmacie des avions longue distance, il y a eu une discussion à un moment de mettre du Viagra dans la boîte à pharmacie parce que quelqu'un qui fait un œdème pulmonaire, une décompensation cardiaque en altitude, c'est un des traitements qui peut sauver la vie de le faire. Sauf qu'il n'y a aucune compagnie qui a osé le faire en disant je mets du Viagra dans la boîte de pharmacie, ça va être un bazar pas possible. Mais sinon, ça aurait été utile. Donc voilà, c'est cette classe de médicaments, quand on sait l'utiliser selon des règles médicales précises, elle est sécure. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les hommes qui ont des problèmes d'érection, qui sont soignés, qui prennent ce type de traitement, quand on les compare aux hommes qui ont des problèmes d'érection mais qui n'ont pris aucun traitement, sur 10 ans de suivi, la mortalité est moins élevée dans le groupe des hommes qui ont pris le traitement. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est l'effet des médicaments protecteurs? Est-ce que c'est le fait que comme ces hommes-là prennent le traitement, le médecin leur répète, arrêtez le tabac, faites du sport, et donc forcément ils font un changement qui fait que leur état de santé s'améliore? Est-ce qu'il y a un effet psychologique du fait d'avoir une vie sexuelle plus épanouie, donc
tu te sens mieux, etc. En tout cas, on sait maintenant que le fait de soigner, et je pèse mes mots, le fait de soigner des troubles de l'érection peut sauver des vies. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as parlé plusieurs fois de la testostérone? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça vaut le coup de la mesurer? Moi, du coup, naïvement, je me dis, si on fait une injection de testostérone, est-ce que on va rétablir une érection? Est-ce que c'est des mythes, tout ça, c'est des idées reçues, ou il y a un fond de vérité? Le traitement par testostérone ne donne d'amélioration sexuelle que si on était en déficit au départ. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne manque pas de testostérone, il la prendrait pour rien, donc il prendrait que les risques de la testostérone sans les bénéfices. Donc ça serait quoi, un trouble de l'érection à l'andropause, au moment de l'andropause, oui. Par exemple? Et d'ailleurs, ça améliore pas directement l'érection. Quand on a un déficit en testostérone, on a une diminution de l'envie et de l'excitation. Les personnes qui sont en véritable manque de testostérone, quand ils pensent au sexe ou à la table, ça leur fait le même effet. D'accord. Ils perdent un peu l'élan. Et c'est par ce biais-là que ça peut réveiller les érections. D'ailleurs, c'est très fréquent, quelqu'un qui est en déficit en testostérone, de lui donner le traitement par testostérone et le médicament de l'érection, s'il y avait des dégâts sur les artères. On combine les deux. Les rares fois où la testostérone peut améliorer les érections, c'est s'il y avait un déficit au moment où on était jeune, par exemple, après être opéré d'un cancer des testicules, on a eu un traumatisme, les testicules ont été abîmés, une maladie héréditaire, des choses comme ça. Là, le testostérone va permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie. Mais je rappelle deux choses. On ne fait un traitement par testostérone que s'il y a 2 prises de sang qui montrent qu'il y a un déficit. Pourquoi 2 prises de sang? Parce qu'elle peut être variable. Et donc, il nous faut 2 pour s'assurer que c'est vrai. Et on ne fait pas un traitement de testostérone parce qu'on a moins de libido. On fait un traitement de testostérone si le manque de libido est associé à une prise de sang qui montre qu'il y a un déficit en testostérone. D'ailleurs, il y a plein de maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes que le déficit en testostérone. Déficit en testostérone, tu vas avoir d'abord des signes sexuels, moins d'envie, d'excitation, érection, l'orgasme qui est moins bon, bref, toute la machine qui est moins bonne. Ensuite, tu vas avoir des symptômes physiques, douleur articulaire, plus qu'avant, douleur musculaire, moins de force physique, moins de masse musculaire, etc. Le sommeil qui est moins bon, des sueurs la nuit, un peu comme la ménopause. Neurocognitif et psychologique, problème de concentration, de mémoire, tu deviens négatif, irritable, t'as l'impression que rien ne va, etc. D'ailleurs, c'est trompeur parce que tout ce que je viens de te dire, on dirait juste un mec qui a pris un coup de vieux, quoi. Oui. C'est toujours les symptômes qu'on retrouve partout. Sauf que ce coup de vieux, faut pas qu'il soit intense avec une testostérone très effondrée. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent donner les mêmes symptômes. Un coup de déprime peut donner les mêmes symptômes. L'apnée du sommeil peut donner exactement les mêmes symptômes. Oui, donc tout ça, en fait, c'est au médecin de déterminer quel est le traitement qui est approprié au patient. Tu vas voir le médecin, tu vas pas le voir en disant « je viens voir parce que j'ai un déficit en testostérone ». Je veux de la testo. Ouais. J'ai tel symptôme. Et le médecin, il va dire, par exemple, quelquefois, on va plutôt donner de la L-tyrosine. C'est considéré comme un complément alimentaire en France. C'est le précurseur naturel de la dopamine. Parce qu'on va se rendre compte que c'est juste un épuisement mental. Par exemple, quelqu'un qui gère plein de trucs à son boulot, à la maison, les enfants, et court partout, il n'y a plus une seconde où il se recharge en bien-être. Il dit, c'est bizarre, je manque d'énergie mentale, et donc ça doit être un déficit en testostérone. Non, t'as juste bouffé toute ton énergie mentale, et il reste plus grand-chose. Il reste plus rien. Il y a autre chose dans les traitements qu'il faut qu'on aborde? Dans les traitements, oui, il y a les traitements médicamenteux, non médicamenteux, on en parlait. Il y a les injections intracaverneuses. C'est le premier traitement qui a été fait pour les érections. C'est une piqûre qu'on fait sur le côté du pénis. On apprend au patient et le patient l'a fait. Ça a été la première évolution, ça date des années 80. Et c'est utilisé de nos jours, soit quand les comprimés sont contre-indiqués, soit les comprimés n'ont pas donné d'effet satisfaisant, soit la personne a eu des effets secondaires trop gênants, du genre des remontées acides trop gênantes ou mal à la tête. Donc il y a encore des hommes qui ont besoin des injections intracaverneuses. Et enfin, il y a les traitements mécaniques que beaucoup d'hommes utilisent d'ailleurs sans même demander l'avis médical et il n'y a pas de problème. L'anneau, le cock ring. Oui. Alors ça s'est adapté quand la personne dit je perds facilement mon érection. J'arrive à l'avoir, mais je la perds. L'anneau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va comprimer le retour veineux. Le sang, il est coincé. On laisse pas plus de 20-30 minutes. Oui, parce que c'est exactement les mêmes mises en garde que celles que tu disais au début. Voilà, faut que le sang circule. Et le vacuum, la pompe à vide, qui est souvent vendu sous le nom de développeur, mais qui en fait va absorber le sang mécaniquement. On met une pompe autour, on vide. Et enfin, il y a les implants péniens, les prothèses de pénis, qui sont utilisées quand on se rend compte que, en fait, il n'y a plus aucune solution,
où les solutions sont trop complexes. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre les comprimés, plus l'anneau, plus les injections, et qui sont jeunes, et là on dit pourquoi pas réfléchir à un implant pénien. Si tu as un implant pénien, ça veut dire que tu as toujours ton sexe qui est en érection. Non, de nos jours, les implants sont fonctionnels, c'est-à-dire il y a en fait, on remplace les corps caverneux, et il y a un réservoir de produit qui est dans le ventre, et quand tu tournes, ça va venir à la place du sang, c'est ce produit-là qui va venir remplir le pénis. Heureusement, depuis qu'il y a les médicaments, 70% des hommes qui ont des troubles érectiles répondent aux médicaments en comprimé. Donc, on a de moins en moins de personnes qui sont sous injection, qui ont des prothèses, mais ça existe toujours parce qu'il y a quand même 30% chez qui il y aura besoin de sang. Mais a priori, on doit réussir du coup, dans la grande majorité soulager des cas, la plupart des gens pour répondre à la première question que je t'ai posée au début. Alors, pour donner la réponse définitive à la première question, quand on commence à prendre un traitement à visée érectile ou quand on a des problèmes d'érection, non, ce n'est pas à vie, à condition que, 1, la cause du problème soit réversible, que si c'est lié au fait qu'on n'a pas pris soin de nous-mêmes, qu'on n'ait pas attendu des années avant de réagir, que c'est pas suite à une opération où des nerfs ont été coupés, etc. Si on est déprimé, de soigner la dépression, si on est anxieux, de soigner l'anxiété. Donc, la cause, et c'est aussi dépendant de ce qu'on fait. Est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'ai fait mon suivi? Est-ce que j'ai fait les conseils qu'on m'a donnés? Est-ce que j'ai pris le traitement comme expliqué? Est-ce que je suis resté proche de la personne avec qui je suis, etc. Finalement, l'échec, il est sûrement là sur le fait de chercher ou pas des solutions. Exact. Tu l'as bien dit. Bon, on a fait un très bon tour. Je te propose qu'on finisse avec les 2 questions qu'on pose à tout le monde. Oui. On va sortir un peu des troubles de l'érection. J'ai peur. T'as peur. Si tu devais donner un seul conseil, toi, à tous tes patients pour améliorer leur santé, ce serait lequel? Alors, je vais essayer de ne pas être redondant avec le fait de bien dormir, bien manger, etc. C'est souvent des choses comme ça. Même si ça serait mieux. Je vais donner un conseil qui est issu d'un proverbe libanais. Je suis d'origine libanaise. C'est pas pour rien que j'ai parlé de Metzet tout à l'heure. Il y a un proverbe qui dit « Ton corps, c'est comme ta monture. Quand tu fais un voyage, ton cheval, par exemple, si tu fais un voyage, au milieu du voyage, si tu t'arrêtes pas pour donner à bouffer à ton cheval, le soulager, vérifier ses sabots, le laisser dormir un peu, le laisser boire, se reposer, etc., se détendre, il risque de te planter dans la deuxième moitié du voyage. Ton corps, c'est comme ta monture. Quand tu arrives à l'âge de 40, 45, 50 ans, il faut que tu fasses une pause. Que tu t'occupes de ta monture, sinon ton corps, il va te lâcher dans la deuxième moitié du trajet. Tout à fait d'accord. Du coup, deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis récemment en place dans ta vie pour prendre soin de ta monture? Je pense que ça va surprendre un peu. C'est inhabituel. J'avais déjà, je fais du sport régulièrement, j'essaie de manger équilibré avec les écarts que tout le monde peut faire, etc. Ce que j'ai changé surtout, depuis que je me suis approché de la cinquantaine et depuis que j'ai eu 50 ans, c'est ma façon de marcher. Et je vais détailler parce que c'est hyper utile pour bien vieillir. Il y a des études qui ont montré que, évidemment, faire de la marche, c'est utile pour la santé. Mais si tu marches en changeant le rythme de la marche, en fait, tu brûles encore plus de calories, tu évites encore plus la résistance à l'insuline et tu entraînes ton corps à résister aux périodes de stress physique. Donc maintenant, quand je marche, je change le rythme, j'accélère, puis je ralentis, puis je réaccélère, puis je ralentis. Autre chose que j'ai changé dans la marche, c'est les pas que je fais. Je fais des pas normaux, et de temps en temps, je fais des pas légèrement plus espacés de 10 cm. Ça, c'est pas pour le rythme de la marche. Ça, c'est pour travailler l'équilibre et le tonus. Je vais travailler mes cuisses autrement, en espaçant. Et quand je suis debout, tout à l'heure, en venant, j'étais au métro, j'attendais le métro. Quand je suis debout, je vais m'amuser à me mettre debout sur une seule jambe, trouver l'équilibre. Sur l'autre, trouver l'équilibre. D'une part, ça fait travailler encore plus les masses musculaires. Et ça fait travailler tout ce qui est équilibre, les sensations articulaires. En marchant, je fais volontairement, ou quand je monte les escaliers, volontairement des marches différentes où j'appuie plus sur le talon, plus sur la pointe des pieds pour travailler les fesses, travailler devant. Quand je suis en train de marcher, je vais m'amuser à rentrer les fesses, sortir la poitrine, rentrer le ventre pour changer la stature de la colonne vertébrale. Je suis debout, par exemple, je suis en train de parler, etc. Je vais pencher légèrement en avant pour travailler les abdos, le dos. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que avec l'âge, on a besoin de garder une bonne masse musculaire. On a besoin de garder un bon équilibre pour éviter les chutes
avec l'âge. Or, des trucs rigolos du genre, je tiens sur une seule jambe, puis sur l'autre, je marche moins vite, plus vite, j'espace un peu les pas, je monte les escaliers et j'appuie sur le talon, sur la pointe des pieds. Ça, on s'amuse à le faire quand on est jeune. Et ça nous permet de garder un bon équilibre, une bonne stature. On oublie de le faire quand on est âgé. Et garder une bonne masse musculaire, une bonne souplesse articulaire, un très bon équilibre et un bon tonus, c'est ce qui fait qu'on va bien vieillir, en fait. Et c'est pour ça, ce que j'ai changé, moi, c'est ma façon de marcher. Je suis forcément d'accord avec tout ça. J'imagine donc, que toi... Si je rajouterai rien, si vous voyez quelqu'un faire des exercices dans le métro, c'est Gilbert qui fait son fitness. Allez le voir, il vous donnera des conseils pour votre vie sexuelle. Quelqu'un qui fait ça, c'est pas des vers de terre que j'ai. Voilà. Voilà. Ta forme. Et essayez, d'ailleurs, amusez-vous à marcher avec ne serait-ce qu'un truc. En marchant, essayez de te dire, tiens, je vais faire que mon pas sur le sol soit un pas, c'est-à-dire comme si je plantais mon pied dans le sol. Et ben, tu vas voir que tu vas travailler toute ta chaîne musculaire autrement. Et ça, on le perd. Moi, je le vois. J'ai travaillé beaucoup dans les hôpitaux. Les personnes âgées chutent, ont du mal à se lever du lit. Et ça donne un côté, je vieillis, en fait. Bien sûr. Psychologiquement, c'est difficile à vivre. Donc voilà, changer la façon de marcher. Bah écoute, c'était passionnant. Moi, c'est avec plaisir qu'on te réinvite et qu'on fait un autre sujet quand tu veux. Avec grand plaisir. Voilà, le rendez-vous est pris. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de l'invitation. Ciao.